Bonjour, c'est Thomas de Polyworkshop et aujourd'hui je vous propose une vidéo de prise en main dédiée à Fusion 360 d'Autodesk. Alors Fusion 360, qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est un logiciel de modélisation 3D, de conception pour créer des objets, on va dire, plutôt fonctionnels, des objets qui ont une finalité plutôt dans le monde réel, c'est-à-dire, dans mon cas, moi, l'impression 3D. Donc tout ce que je vais faire avec Fusion 360, je vais l'imprimer en 3D. Alors après, il y a d'autres possibilités, bien sûr, à pouvoir usiner, faire du CNC, des PCB. Il y a vraiment beaucoup de choses possibles avec ce logiciel. Mais le but de ce tuto va être pour vous de, on va dire, de prendre en main ce logiciel et moi de vous mettre le pied à l'étrier pour commencer à vous lancer dans ce logiciel. Alors pourquoi Fusion 360? Déjà, c'est un logiciel qui est, on va dire, facile de prise en main, beaucoup plus facile que moi je le pensais déjà au début. J'avoue que je m'éclate à utiliser ce logiciel-là et bon, après, ça n'engage que moi, mais souvent les logiciels de conception sont très chiants, j'ai pas d'autres termes, voilà. Fusion 360 a un côté un petit peu ludique, vraiment sympa, et on va pouvoir vraiment aller très loin sans avoir des compétences forcément très techniques, on va dire d'ingénieur, entre guillemets, pour la création donc de vos différents objets. Alors, pourquoi aussi j'aime bien Fusion 360? C'est parce qu'il est paramétrique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir entrer des paramètres, et en fonction de ces paramètres, remettre à jour votre modèle 3D. Donc c'est très puissant. Alors ça forcément requiert une certaine rigueur pour certains types de créations, mais dès qu'on prend le pli, vous allez voir qu'on le prend assez rapidement, ça permet vraiment de faire un design itératif. C'est-à-dire on va pouvoir faire des itérations de votre modèle, de revenir en arrière, de changer une valeur, parce qu'on se rend compte qu'entre la théorie de faire sur un écran d'ordinateur vos différents objets 3D et de les avoir dans le monde réel, des fois on se rend compte que il y a des problèmes de taille, ou alors finalement c'est pas aussi pratique qu'on le pensait, donc on pourra facilement revenir en arrière et modifier vos designs. Et ça pour moi c'est un point qui est super agréable. Et enfin, le logiciel est gratuit pour un usage non commercial, c'est-à-dire que les gens comme des makers, on va dire, des gens qui ont un usage, on va dire, personnel et pas professionnels à but financier, ces personnes-là vont pouvoir utiliser ce logiciel-là gratuitement avec quasiment aucune restriction. Les seules restrictions, c'est que vous n'aurez pas accès au support technique par email et par téléphone, vous n'aurez accès qu'au support par les forums et la communauté, et vous n'aurez pas le travail collaboratif. Et ça, je veux dire qu'on travaille tout seul a priori pour un usage non commercial, vous n'avez pas besoin du collaboratif. Alors, un point par contre qui est à prendre en compte aussi par rapport à Fusion 360, c'est un logiciel qui marche dans le cloud, c'est-à-dire que certaines opérations de calcul vont être envoyées sur les serveurs d'Autodesk pour donc faire ces différentes opérations parce qu'elles sont relativement lourdes tout simplement, vont revenir vers vous plus d'autres opérations. Je ne suis pas trop au courant de ce qui est vraiment dans le cloud ou pas, mais il faut être connecté à Internet pour l'utiliser. Alors on peut l'utiliser sans être connecté à Internet, mais vous aurez plein de fonctions en moins. Vous allez travailler en mode dégradé tout simplement. Ça veut aussi dire que par défaut, vos fichiers vont être enregistrés dans le cloud. Voilà, sur les serveurs d'Autodesk associés à votre compte Autodesk. Vous remarquez en haut, j'ai mon nom ici. Je suis connecté à mon compte Autodesk. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir passer d'un ordinateur à l'autre assez facilement et donc récupérer votre environnement de travail, vos fichiers 3D tout simplement. Bien sûr, on peut les exporter et les sauvegarder localement, bien évidemment. Alors juste un dernier petit point, concernant le prix de Fusion 360, il est à 495 $ pour ceux qui auront un usage commercial. Sinon je vous rappelle que c'est gratuit pour quelqu'un comme moi par exemple et sûrement comme vous. Et même 495 $, attention c'est à l'année, je précise bien, pour la puissance du logiciel, franchement c'est pas cher pour ce que ça fait. Alors après c'est sûr quand on est passionné, 495 $ ça fait cher, mais je vous rappelle encore, c'est gratuit. Alors pour avoir votre Fusion 360 sur le site d'Autodesk, il suffit d'aller sur l'adresse qui est marquée en description de la vidéo. Voilà, ici, en fait, qui est la partie Fusion 360 pour les hobbyistes. C'est la licence Starter, tout simplement. Et tout en bas de la page, vous avez ici le bouton Get Started. Vous n'avez qu'à créer votre compte Autodesk, tout simplement. Vous aurez quelques petites questions, forcément, qui seront demandées sur ce que vous faites, etc. et tout. Vous téléchargez à la fin. Vous installez le logiciel. Vous rentrez votre compte. Et c'est parti là-dessus. Alors pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec Fusion 360 à mon niveau et sûrement votre niveau pour commencer, donc là j'ai cette borne d'arcade qui est un modèle qui est quand même très complexe. Là c'est vraiment un truc avancé, mais c'est mon premier vrai modèle fait avec Fusion 360. Un modèle qui a un but concret, d'ailleurs qui a été réalisé, ça viendra dans une autre vidéo donc par la suite, où je me suis cassé les dents sur certaines choses, mais j'ai beaucoup appris. Et ça je vous invite vivement, quand vous apprenez un logiciel,
lancez-vous dans des projets concrets qui ont vraiment un but, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Donc là, je vous cache pas que j'ai galéré, j'ai fait des bêtises et tout, mais c'est comme ça que j'ai vraiment appris. Et donc, on va pouvoir faire, d'ailleurs, ce truc qu'on va faire dans ce tuto, par exemple, donc par la suite, on va voir comment créer un clip comme ça ici, pour tenir des documents à mettre sur votre frigidaire avec un aimant, tout simplement. Voilà, donc là, j'ai un clip ici, on va pouvoir insérer les feuilles, hop, ça, entre les deux, et en dessous, il y a l'espacement, enfin l'endroit pour mettre un petit aimant de 10 mm par 2 mm qu'on trouve tout simplement sur Amazon. Donc on va faire ce genre de choses avec mettre un petit logo par-dessus, ça pourrait être du texte ou autre chose par exemple. On va pouvoir voir aussi comment créer une petite boîte comme ça ici. Alors ce sera un petit peu différente la boîte qu'on va créer, parce qu'elle sera un peu plus, on va dire, humanisée. Et surtout l'intérêt de Fusion 360, c'est qu'on peut mettre des contraintes de déplacement, comme par exemple ici, je vais faire l'animation donc de cette contrainte, et là, cette boîte-là, j'ai fait une contrainte d'élévation avec une certaine distance, et comme ça, je peux animer et voir justement donc mon opération. Alors ça peut être des rotations, il y a vraiment toutes sortes de contraintes possibles et imaginables. Après, donc, autre exemple qui va être un peu plus terre à terre, voilà, ça c'est un élément que j'ai créé hier soir, tard dans la nuit. J'étais en train de améliorer une imprimante 3D, ça fera l'objet d'une autre vidéo aussi au passage, et j'avais besoin de mettre un support pour tenir un ventilateur de 40 par 40 par 20 mm. J'avais pas la bonne taille, et avec Fusion 360, à peu près en un quart d'heure, j'avais fait cet objet-là, et en un quart d'heure d'impression, mon objet était imprimé, était à la bonne taille, donc en gros, en une demi-heure, j'ai pu faire une pièce qui répondait à mon besoin. Et Fusion 360 va être nickel pour ça. Ensuite, on va pouvoir faire des choses un peu plus créatives, on va dire, mais pareil, qui va à un but fonctionnel. Encore une boîte, désolé, c'est pas très original. Tirée donc de Mario, tout simplement, et ça, c'est une grosse boîte, hein, elle fait à peu près, je crois, 12 cm. Voilà, donc une boîte très très simple, où j'ai imprimé séparément la partie couleur donc de l'autre partie, comme ça, j'ai pu faire donc deux couleurs avec donc ce genre d'objet. Donc là, voilà, ce genre de choses. Après, Fusion 360, on peut quand même l'utiliser pour un usage un peu plus, on va dire, illustratif. Et je vous montre l'exemple d'un artiste français qui s'appelle Chivang. Donc voilà ici qu'il utilise donc Fusion 360 pour créer des objets, alors que visuellement, lui les cotations c'est moins son intérêt, mais d'utiliser la puissance des opérations booléennes, des chanfreins et tout de Fusion 360 pour créer ce genre d'objet. Là ça mélange de ZBrush et Fusion 360, ou alors aller beaucoup plus loin, où là on a quand même vraiment des assemblages très très complexes au niveau donc du modèle. Et là voilà c'est vraiment donc l'intérêt de voilà ces fusions, opérations booléennes, chanfreins, assemblage, duplication, etc. etc. Et vous voyez l'autre avantage de travailler dans le cloud, c'est qu'on peut aussi exporter ces modèles dans un viewer WebGL pour voir vos objets et partager vos créations avec d'autres personnes. Donc voilà un petit peu pour cette introduction sur Fusion 360 avant d'attaquer vraiment la prise en main du logiciel. Mais avant de commencer, je vous propose, et ça me ferait très plaisir, si ce tuto vous est utile, n'hésitez pas à partager avec moi vos créations que vous faites, même si c'est insignifiant pour vous. Moi, ça me ferait très plaisir de voir ce que vous faites grâce à ce tuto. Donc taguez-moi sur Facebook, sur Instagram, mentionnez-moi sur Twitter, voilà, envoyez-moi vos créations, c'est @polyworkshop, enfin il y a tout dans la description de la vidéo, mes médias sociaux, ça me fera très très plaisir. Puis au passage, un petit thumb up, un petit commentaire dans la vidéo en dessous aussi, vos questions, ça fait toujours plaisir. De rejoindre le Discord, et au passage, je vais te dire, je remercie vraiment chaudement les membres de Discord avec qui j'ai partagé notamment hier soir ces idées de tuto, qui m'ont proposé des choses comme le clip par exemple du frigidaire. Voilà, c'est un membre du Discord pardon, qui me l'a proposé. Une autre membre m'a proposé la boîte justement un peu plus humanoïde qu'on va voir donc par la suite. Donc je les remercie grandement et je vous invite à les rejoindre. On a une très très bonne communauté, on est plus de 800 à l'heure actuelle à discuter de 3D, d'impression 3D, donc voilà. Allez, c'est parti pour la partie donc de prise en main de Fusion 360. Nous allons commencer par un projet relativement simple. Le but va être de découvrir déjà l'interface de Fusion 360, les éléments on va dire principaux et surtout son mode de fonctionnement. Donc là le but n'est pas de faire une belle création mais vraiment voilà de comprendre comment ça marche tout simplement. Alors au niveau de l'interface, je ne vais pas tout couvrir de A à Z parce que déjà de 1 je ne connais pas tout de A à Z, mais surtout c'est que pour commencer autant se focaliser sur on va dire l'essentiel, c'est vraiment de modélisation on va dire classique et surtout le principe de création avec un sketch, donc ces dessins qui vont servir de base à la construction en volume. Et à partir de là, effectivement, on va voir au fur et à mesure comment tout cela marche. Donc la Fusion 360 est lancée, et donc sous mon compte, vous voyez, j'ai mon Thomas Roussel qui apparaît en haut ici, et vous retrouvez qu'une interface, on va dire, vierge avec un projet sans titre, donc vous n'avez rien à l'heure actuelle. Alors,
lorsque l'on va créer avec Fusion 360, on va utiliser en haut, donc dans l'interface par défaut qui s'appelle Design, vous cliquez sur le petit bouton ici, vous allez voir qu'il y a différents éléments, mais pour l'instant on va rester que sur le Design, d'ailleurs dans toute cette vidéo on va rester dans le mode Design, et vous avez en haut un espèce de bandeau avec différentes sections, dont ici Create pour la création, Modify pour la modification, donc l'assemblage, la construction, l'inspection, l'insertion et la sélection. Vous allez voir qu'en fonction des actions qu'on va choisir, certains menus vont changer dynamiquement. Je précise aussi que l'interface de Fusion a changé il n'y a pas si longtemps que ça, et donc vous pourrez peut-être tomber sur des tutoriaux qui sont basés sur l'ancienne version. Alors on s'y retrouve quand même, voilà, le tout c'est de comprendre un peu au moins le fonctionnement de base de Fusion. Alors je vais commencer par donc créer un sketch. Alors le sketch, vous avez ici le bouton Create Sketch, et vous remarquez que lorsque vous survolez un bouton, vous avez une aide, on va dire, un infobulle plus ou moins complet pour tout vous expliquer. Et là vous allez me dire patatras, patatras, pardon, je suis en anglais, et oui, Fusion 360 est en anglais, mais je vous rassure, il n'y a pas grand chose de vraiment très compliqué dessus, hein. C'est vraiment l'anglais assez, on va dire, basique, et surtout qui est très ressemblant à l'anglais, enfin au français. Alors je clique sur ce bouton pour créer un sketch, j'ai failli parler en anglais, et là, Fusion 360 vous affiche au milieu de votre document de travail, donc 3 axes, on est en 3D bien évidemment, avec des petits plans pour dire, enfin pour me demander dans quel plan je vais créer le sketch, donc soit selon un plan latéral, un plan vue de dessus, un plan de profondeur. Donc je vais cliquer sur le plan de profondeur, regardez quand je clique, l'interface va changer et je me place carrément en vue de dessus, en vue perpendiculaire par défaut. Remarquez aussi que mon interface a changé, j'ai toujours ces principaux éléments, mais j'ai toujours Create, Modify. Par contre, maintenant, j'ai une section qui s'appelle donc une section de contraintes et une petite palette flottante qui est apparue sur le côté. Donc, vous voyez, c'est ce côté dynamique dont je vous parlais au préalable. Et un petit point dans lequel je n'ai pas du tout parlé, se trouve sur le côté ici, vous avez un espèce d'arbre qui va inclure les différents éléments de votre scène, avec notamment les sketchs, ce qu'on est en train de créer à l'heure actuelle. D'ailleurs, vous remarquez qu'il y a un onglet sketch qui est apparu. Et on verra plus tard notamment des bodies, des assemblages, des éléments d'origine que l'on a déjà ici, etc., etc. Et donc dedans, on pourra choisir nos différents éléments. C'est un petit peu un navigateur sélecteur d'éléments pour notre création. Alors, maintenant le concept de sketch. Donc le sketch, comme je disais juste avant, l'idée est de créer en 2 dimensions un plan de notre objet ou d'une partie de notre objet, et à partir de ce plan, avec des cotations, des valeurs, dans toutes sortes de dimensions, on va donc, à partir de là, créer une forme en 3D que l'on va, en règle générale, très souvent créer par extrusion. Donc on va partir d'un profil, et hop, on va créer, on va dire, un volume. Et à partir de là, on va créer un body, on va le voir par la suite, donc qui est un objet 3D, et avec l'assemblage de ces bodies, on va créer des objets de plus en plus complexes. Et il y aura aussi des assemblages, mais on verra ça plus tard. Alors, on va commencer par quelque chose de très très simple. On va créer un rectangle. Donc là, vous voyez qu'il y a des lignes, des rectangles, des cercles. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Et votre curseur a légèrement changé avec un petit icône en bas à droite qui me demande de placer le premier coin. Alors vous allez me dire, oui, mais je passe un premier coin, comment je vais me retrouver, etc. Je vais le montrer un peu plus tard, mais regardez sur la palette ouverte sur le côté, vous avez ici, au niveau de la fonction feature que l'on va utiliser, il y a différentes options. On peut choisir différents types de rectangles. Un rectangle de type point, on va dire à l'opposé, à la diagonale, par 3 points, le centre et on va dire la diagonale, par la distance, etc., etc. Donc quand vous prenez quelque chose dans Fusion 360, vérifiez bien cette palette sur le côté, vous aurez différentes options, pareil, qui seront contextuelles. Alors, justement, je pourrais commencer par faire un carré en partant sur un point ici et en allant sur un autre point là. C'est pas forcément très centré, donc je vais annuler l'opération. Ici, je reprends mon rectangle, et là, je vais prendre la deuxième option, centre et rectangle. Et là, je vais pouvoir m'approcher du centre, et vous remarquez que Fusion 360 s'accroche, donc il y a une espèce de contrainte au niveau du centre. Je clique dessus, et là, je vais pouvoir commencer donc à créer mon rectangle et choisir la hauteur et la largeur. Alors petite parenthèse, vous pouvez aussi dans votre cas peut-être vous accrocher sur la grille. Tout en bas de l'écran ici, vous avez ces petits menus ici avec des options notamment d'affichage, de zoom et tout, et vous avez les fonctions d'accroche et notamment sur la grille. Donc je clique dessus et là je voudrais m'accrocher à la grille. Voilà. Et donc maintenant quand je vais me déplacer, vous voyez que je peux m'accrocher sur tout l'écran.
Donc on n'est que sur un rectangle à l'heure actuelle. Vous voyez déjà beaucoup d'informations à rentrer. Et là, je vais rentrer des cotations. Donc je vais rentrer un rectangle, par exemple, de 50 mm de hauteur par 50 mm de largeur. En gros, un carré. J'ai appuyé sur Entrée. Et là, je me retrouve maintenant donc ici avec ce carré qui a été donc créé. Alors, je n'ai pas rentré là-dedans, mais on a déjà, vous voyez ici, des cotations qui sont marquées. Je peux cliquer et glisser pour donc les placer à un endroit où ce sera peut-être plus visible. Et pour vous dire que, j'avais parlé en introduction, c'est un logiciel paramétrique. Je peux donc rentrer des paramètres, mais je peux aussi les modifier. Après avoir rentré ma valeur, je me rends compte que, ah non, finalement, c'est peut-être pas 50 que je voulais avoir, mais par exemple 60 par 60. Je peux double-cliquer sur la valeur. Vous remarquez que maintenant, je peux éditer ma valeur. Et regardez bien juste, je vais revenir par la suite. Regardez en dessous de ma valeur, il y a une petite infobulle marquée D2, 2.50 mm. Retenez bien ce D2, d'accord? Donc là, je vais taper 60. Vous avez vu que la hauteur a changé dynamiquement. Ma valeur ici, bien sûr, affichage a changé. Je vais en dessous. Là, je vais rentrer une valeur. Et remarquez juste en dessous, c'est marqué D1, 50 mm. Je tape 60, je fais entrer, donc j'ai changé ma valeur. Ces petits d que vous voyez, en fait, ce sont des variables. Vous aurez moyen, et on va le voir dans le dernier projet, de récupérer une valeur numérique d'un champ pour dire l'autre champ, prends-moi la même valeur que celui-là. C'est-à-dire que si je, par exemple, vous voyez ici, c'est D1, 50. Là, pour le 60, j'ai tapé D1. Ça met toujours 60. D'ailleurs, c'est marqué FX pour dire, en gros, c'est une formule. Si je change la valeur ici, je mets 50. Vous voyez ici, qui m'a changé la valeur sur 50. Donc, je ne veux pas vous embrouiller avec ça dans l'immédiat, mais gardez dans un coin de votre tête que de rentrer des valeurs dans Fusion 360 permet de les réutiliser à d'autres endroits et donc de gagner beaucoup de temps. Vous avez 500 cercles à rentrer qui ont toutes la même taille, autant rentrer une fois la valeur et après l'appliquer à tout le monde. Comme ça, si vous changez une valeur, tout va changer dynamiquement. Mais là, on n'est vraiment qu'au début du paramétrique. Voilà. Maintenant, je vais créer un cercle ici, et c'est pareil, comme pour les cercles, vous voyez, pour le carré, pardon, le rectangle, j'ai différentes options de cercles. Il y en a beaucoup qui, en fonction des contextes, en fonction de vos besoins, vont s'avérer très pratiques. C'est-à-dire, on peut créer un cercle à partir de différents points, etc., etc. Donc là, je prends le cercle par défaut, je vais en faire un au niveau du centre, et je vais rentrer une valeur un peu au pif. Voilà, donc là, j'ai rentré une valeur numérique, j'appuie sur Entrée. Alors, vous remarquez que par contre, cette valeur numérique, je n'ai pas, on va dire, de valeur, je l'ai tapé un peu au pif. Tout ce que je sais, c'est que mon diamètre, a priori, est plus petit que les 50 que j'ai rentrés là. Alors, regardez bien maintenant, c'est qu'en fonction donc, de ma position et tout ça, on peut, vous voyez, cliquer sur différentes zones pour faire des sélections. Je peux sélectionner que le cercle, que le carré, ici, sans le cercle. Et si j'appuie sur majuscule, je peux faire l'accumulation des deux. Donc la sélection de surface au sein d'un sketch peut se faire effectivement en fonction des éléments que vous allez avoir, car Fusion va additionner, soustraire les différents éléments et à vous de faire une multiple sélection si c'est nécessaire. Et vous allez comprendre pourquoi c'est assez pratique sur la suite. Et donc maintenant j'ai fait un super dessin de base, c'est bien gentil, mais je voudrais commencer à créer quelque chose plutôt du volume. D'accord? Alors, à partir de là, je vais vouloir commencer justement donc à extruder ces formes. Alors, la première solution est, je vais finir mon sketch, je ne vais pas le faire dans l'immédiat, finir mon sketch et après, c'est faire des sélections, etc. Le plus simple, c'est de faire appel à un raccourci clavier, c'est le seul qu'il faudra vraiment retenir quand vous allez être débutant, pour faire de l'extrusion, la touche c'est E. Et en fait, la touche E, la fonction d'extrusion, à ma connaissance, elle n'apparaît pas du tout dans les onglets au niveau du sketch. Donc c'est pour ça qu'il va falloir vous en rappeler. Donc là j'ai tout sélectionné, donc en cliquant avec majuscule pour faire ma multisélection, et j'appuie sur E sur mon clavier. Vous remarquez que le point de vue a changé, et pour l'instant je n'ai pas encore parlé de navigation, on va dire en 3D, au sein de Fusion 360, et là j'ai une valeur numérique avec une petite flèche. Donc je vais pouvoir extruder vers le haut pour extruder l'ensemble de ma surface, c'est-à-dire en gros le carré et le cercle en même temps, ou vers le bas, on va dire en négatif. Donc là, je vais dire, bah tiens, moins 45 comme valeur, ça me convient très très bien. Remarquez que sur le côté, ma palette, ici, a aussi changé, me permet de choisir les profils, ce que j'ai extrudé. Vous remarquez, il y a deux sélections, le cercle et l'élément qui se trouve ici. Et après, il y a une direction, il y a une distance, un angle. L'angle permet, en fait, si par exemple je mets 10 par exemple, vous voyez, de faire un espèce d'écrasement ou rapprochement, taper, je ne sais même plus comment on dit en français, j'ai déjà traduit, mais j'ai un peu oublié, honnêtement. Je reviens à 0, et surtout, vous allez voir plus tard que lorsqu'on fait une opération, soit on crée un nouvel objet
un nouveau body, encore. Soit on va faire un ajout, une soustraction, une intersection, voire un nouveau composant. Mais là, c'est pour plus tard. Donc là, je fais un nouveau body, un nouvel objet, je fais OK. Et qu'est-ce que je vois à l'heure actuelle? J'ai donc un espèce de pavé avec des valeurs numériques. Vous allez dire, Thomas, c'est beaucoup de bazar pour faire juste un pavé. Il y a moyen de le faire autrement, etc. Mieux. Oui, bien sûr, mais voilà. Je voulais pour expliquer les choses. Et donc, sur le côté, l'espèce d'arbre, ça a sûrement un nom, hein, ce système ici, vous avez donc un sketch qui s'appelle Sketch 1, qui est masqué à l'heure actuelle. Il y a un petit icône d'œil qui est donc grisé. Et vous avez au-dessus des bodies, voilà, donc un dossier qui inclut mes bodies, qui est donc ce pavé. Alors, un conseil, là c'est vraiment pour une démo pour commencer, mais essayez très rapidement de donner des noms à vos différentes entités, à vos sketchs, vos bodies, parce que très rapidement, on peut en créer plein, surtout les sketchs, et à la fin, on va commencer à être perdu. Voilà. Alors, tout ça pour faire un pavé. Maintenant, pour montrer l'intérêt justement de tout ça, c'est que je peux revenir sur mon sketch, donc je peux faire un clic droit, et là j'ai différents menus qui apparaissent, ou je peux faire un double clic, et je peux cliquer sur éditer le sketch, tout simplement. Vous voyez, l'anglais est quand même pas très compliqué. Je suis là-dessus, et je reviens directement ici avec, donc, mon sketch qui a servi à extruder mon opération. Si je change ma valeur, par exemple, pour mettre 70, donc quelque chose de beaucoup plus grand, et mon cercle, je vais faire un clic, donc ici, là, sur mon cercle, pour faire un clic glissé et le dimensionner. Vous voyez un cercle beaucoup plus petit. Donc j'ai changé, ma structure est plus ou moins la même, mais voilà, j'ai changé des choses. Je clique sur Finish Sketch, je vais y arriver, entre le français et l'anglais, je m'y perds. Voilà, et vous remarquez que mon pavé a carrément changé, et que mon petit cercle ici présent, lui qui était encore sélectionné, a aussi changé de taille. Ça veut dire que si maintenant je clique ici, je clique pour afficher mon sketch en même temps que mon body, regardez ici, je peux comme ça faire des sélections. C'est-à-dire que je peux très bien ici cliquer sur cette face qui correspond à mon sketch et cliquer sur Extrude, qui est toujours le même raccourci E, et à ce moment-là, faire une extrusion que de cette partie-là. Ou voir par exemple aller sur le dessous pour faire une découpe de mon modèle, tout simplement. Donc vous voyez, si je vais vers le bas, j'ai déjà quelque chose de créé. Fusion me dit, ah, peut-être que tu veux découper ton modèle en fonction de cette partie-là. Ou alors, sur le dessus, il n'y a rien. Donc là, je rajoute comme ça de la matière. Donc vous voyez, dynamiquement, on peut changer. Alors là, je vais annuler cette opération. Je clique sur échappement, escape. Et je vais le faire surtout sur ce cercle-là. Je peux cliquer dessus. Je clique sur extrude. Et là, je vais pouvoir directement rentrer une valeur. Donc vous voyez, à partir d'un sketch, je peux commencer à créer une forme beaucoup plus complexe, même si elle est très simple pour l'instant, parce que justement, j'ai modifié comme ça mon sketch avec des valeurs numériques, et donc l'extrusion a pris en compte ces opérations. Et je vais pouvoir continuer à complexifier. Par exemple, je vais pouvoir prendre un filet, un chanfrein, ici. Je clique sur l'arête qui m'intéresse à chanfreiner, je peux faire un clic glissé, et vous voyez ici, pour appliquer donc un chanfrein qui fera donc une continuité de surface donc entre les deux. Et pareil, je peux toujours entrer une valeur numérique au niveau de cette opération. J'appuie sur Entrée. D'ailleurs, je peux même masquer mon sketch à l'heure actuelle. Et je peux continuer, pourquoi pas, appliquer genre un petit chanfrein un petit peu différent sur le dessus. Mais vous remarquez que très rapidement, il me propose des valeurs. Mais là, j'arrive en rouge et j'ai un message d'erreur. Attention, je ne peux pas faire le chanfrein. Pourquoi? Parce que je demande un rayon qui est déjà beaucoup plus grand que la largeur de mon modèle. Donc là, attention à ça. Il faudra donc prendre en compte ce genre de choses. Et là, on va faire un petit peu de navigation 3D, parce que depuis tout à l'heure, je n'ai pas toujours changé de point de vue, mais des fois, on a besoin de mieux voir. Vous voyez, par exemple, la flèche ici, j'ai du mal à la prendre, elle est perpendiculaire, les valeurs bougent très vite, j'ai un peu de mal à voir. Alors, je vais juste descendre la palette légèrement ici, et vous remarquez que en haut, ici, vous avez un cube de navigation. Vous pouvez cliquer et glisser dessus pour naviguer, et donc mieux voir votre modèle. Vous pouvez cliquer sur la vue de dessus, par exemple, pour être strictement vue de dessus. La petite maison pour revenir à la vue standard. Mais moi, ce que je vous invite à faire, comme dans tous les logiciels, c'est d'utiliser les raccourcis clavier de navigation. Dans Fusion 360, on va appuyer sur le bouton du milieu de votre molette. Désolé pour ceux sur Macintosh qui ont une souris avec deux boutons. Vous voyez, je fais le déplacement comme ça, parallèle. Utiliser la molette ou les deux doigts pour glisser le trackpad permet de zoomer. Et si on appuie sur la touche majuscule et le bouton du milieu, on pourra faire comme ça la rotation au niveau donc du modèle. Donc n'oubliez pas, bouton du milieu, le pan, la molette, on va pouvoir zoomer, et majuscule et le bouton de la molette, donc quand on appuie sur le bouton de la molette, on pourra faire comme ça les rotations. Donc n'hésitez pas à bien toujours naviguer, à mieux voir votre modèle.
Voilà. Et donc, maintenant, je vais pouvoir changer ma valeur. Sauf que mes valeurs, vous voyez, ça change en gros de 2,5 en 2,5. Des fois, ça va trop vite. Ce qu'il faut savoir, c'est que Fusion va, quand vous modifiez dynamiquement comme ça vos valeurs, en fonction de votre point de vue, va plus ou moins, on va dire, utiliser des valeurs importantes d'un coup, on va dire des valeurs crantées. Donc de 2,5 en 2,5, mais plus je m'écarte, ce sera de 5 en 5, et de plus loin, par exemple, de 10 en 10. Mais si je me rapproche, et comme ça ici, maintenant vous voyez quand j'avance de 0,5 en 0,5. Donc attention à ça, en fonction de la distance, vous aurez des fois des incrémentations très importantes ou très faibles si vous zoomez. Donc là, je rentre une valeur de 1, voilà là-dessus, je suis content, j'appuie sur OK, et on peut comme ça continuer. Par exemple, je ne voudrais pas mettre un chanfrein, on va dire arrondi, mais plutôt un biseautage. J'ai pas de biseautage. Si vous cliquez sur Modify ici, il y a une petite flèche et là vous pouvez accéder à d'autres fonctionnalités. En gros, vous avez les plus fréquentes ici et là des fonctions un peu moins importantes. Donc là, je vais prendre un chanfrein ici et je vais pouvoir cliquer sur tous les éléments les uns après les autres et le même principe que le chanfrein. Vous voyez comme ça, appliquer une valeur. Maintenant, j'appuie sur Entrée et regardez bien tout en bas de l'écran, parce que je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant, je me retrouve ici avec mon espèce d'historique. Voilà, qui est une timeline, une ligne de temps, qui montre toutes les étapes au fur et à mesure. Vous voyez ici, j'ai le sketch à l'origine, l'extrusion que j'ai faite vers le bas de cette partie ici, l'extrusion du cylindre sur le dessus, le chanfrein que l'on trouve là, le chanfrein donc sur le dessus et le biseautage à la fin. Donc c'est-à-dire que vous voyez vraiment comme ça la construction. Et il y a une petite ligne à la fin, et si je la glisse, vous voyez comme ça, je peux revenir à certaines étapes de l'historique ou revenir en avant, ce qui peut être très pratique. L'autre élément, c'est que je me rends compte que ce biseau ici n'est pas la bonne taille, enfin mon chanfrein, pardon, n'est pas la bonne taille, il est trop important. Si je fais un clic droit sur cet élément-là, je vais pouvoir éditer la feature, la fonction dessus. Et là, directement, je reviens à l'étape. Vous voyez, il y a une espèce de petite ligne dessus pour vous dire, en gros, c'est à cette étape-là. Remarquez bien que les biseaux et le chanfrein que j'avais appliqué par la suite dans l'historique ont été désactivés, car je suis à une étape précédente. D'accord? Donc je suis revenu dans le temps. Et là, je peux changer la valeur et dire c'est pas 12,5 par exemple, mais ça va être 10 tout court. Voilà, ici. J'appuie sur Entrée. Ma valeur a été appliquée. Mon chanfrein est beaucoup plus petit et il m'a remis à jour en fonction. Donc vous voyez, c'est ça l'intérêt des choses. On peut vraiment modifier très facilement les différents éléments. Si je reviens sur mon sketch et j'édite mon sketch, là-dessus, et ben c'est pareil. Je peux remodifier mes valeurs, avoir une valeur un peu plus grande. Attention à ça, regardez, si je fais une valeur qui est très grande, il se peut que j'ai un problème par la suite. Pourquoi? Car là, ça va modifier le diamètre du cylindre que j'ai extrudé sur le dessus. Sauf que sur mon cylindre, par la suite, j'ai appliqué ce grand chanfrein. Et bien là, c'est possible que mon grand chanfrein il finisse en dehors du carré. Et là, on va voir ce que Fusion 360 va me dire. Donc gardez ça bien en tête. Donc vous voyez, il y a toutes ces choses-là qui peuvent être très pratiques pour modifier dynamiquement les choses. Donc je fais Finish Sketch. Je reviens là-dessus, et là, et ben finalement, vous avez vu, il m'a bien agrandi, on va dire, le cylindre, et finalement, vous voyez, le chanfrein est passé. Toutefois, et ben le biseautage qui était ici, vous vous rappelez, sur les bords, ici, parce qu'en fait, là, il m'a dit, je ne peux pas le faire. C'est pour ça qu'il est en rouge. D'ailleurs, j'ai un petit message d'erreur qui était apparu donc, tout à l'heure, pour me dire, ah là, il y a un problème, je ne peux pas créer ça. Pourquoi? Parce qu'avant d'arriver à cette étape du chanfrein, et ben, j'ai modifié la forme, et les arêtes sur lesquelles était basé mon chanfrein n'existe plus, donc forcément il est perdu et il ne sait pas quoi faire. Donc c'est pour ça que c'est important de dire, bah tiens, finalement, je peux éditer cette fonctionnalité-là. Vous voyez, là, il ne sait plus trop quoi faire. Donc je peux enlever les arêtes. Vous voyez, les arêtes ici, il y a un petit carré à côté. Alors vous voyez, là, je ne sais pas trop quoi faire. Je clique là-dessus, hop, c'est terminé. Et je peux refaire une sélection, vous voyez, donc de cette arête-là. Même là, vous voyez, il a du mal, hein, il est vraiment perdu. J'ai du mal à faire d'autres sélections par la suite. C'est pas très bon. Donc ça, c'est pour ça, il y a des fois où, franchement, Fusion 360, je trouve qu'en règle générale, se débrouille très bien pour les modifications, les erreurs, certaines surfaces, mais des moments, c'est un peu pousser le bouchon un peu trop loin. Donc attention à ça, à justement penser que vos modifications, vous modifiez vraiment très loin en arrière, peut avoir un très gros impact sur la suite, surtout quand on efface des éléments, etc. Donc voilà. Donc, au niveau de ces éléments-là, voilà, c'est vraiment le mode de fonctionnement de base par rapport à Fusion. Je suis désolé de ce blabla qui est très long, encore un petit peu abstrait, je pense, pour vous à l'heure actuelle, mais garde en mémoire, on va créer un sketch. À partir de ce sketch-là, on va rentrer des valeurs plus ou moins cotées dedans, et au passage, plus c'est coté, mieux c'est, on va dire. Et je ne parle même pas des contraintes.
À partir de là, donc, on va générer de la matière souvent par extrusion, on va créer des bodies, et après on va travailler sur ces bodies en faisant des assemblages qu'on n'a pas encore vus, mais rajouter des chanfreins, des découpes, etc., pour créer des objets de plus en plus compliqués. Donc ça, c'est vraiment super important. Donc avant de passer au projet suivant, juste pour vous dire que le sketch, j'en ai fait qu'un seul à l'heure actuelle. Mais des fois, on peut être amené à vouloir, sur par exemple cet objet sur le dessus, recréer quelque chose de nouveau. Donc bien sûr, je pourrais revenir à mon sketch d'origine, donc à peu près au milieu de l'objet, rajouter quelque chose et puis essayer d'extruder au fur et à mesure. C'est une façon de faire. Le problème, c'est que si je modifie mon sketch d'origine, je modifie quelque chose qui va être très très loin dans l'historique. Alors que moi, c'est quelque chose à la suite que je voudrais faire. Donc c'est pour ça que des fois, il est nécessaire de recréer un sketch supplémentaire. Alors une petite chose, je vais quand même enlever ici la fonction du filet que je n'utilise pas, qui n'a aucune valeur à l'heure actuelle, qui ne me sert à rien. Donc un clic droit dessus et delete pour effacer. J'ai effacé l'élément d'historique. Et donc pour vous dire que maintenant, je voudrais créer un autre sketch, voire même carrément sur la partie avant ici du modèle, donc il n'est pas du tout sur le même plan à l'origine. Donc là, je vais créer sur créer un nouveau sketch. Et là, il me demande de choisir le plan. Mais je peux très bien cliquer une face existante. Regardez bien, entre le plan du fond et le plan de la face de devant, on voit bien que la grille se trouve plus en arrière ou plus devant. Donc je clique comme ça ici. Il m'a créé un nouveau sketch. Il se met en face avant. Et là, je vais pouvoir directement créer quelque chose. Voilà, donc un objet. Alors, vous m'excusez, c'est purement abstrait. Genre, vous voyez un cercle à 3 points. Premier point, deuxième point, et puis troisième point, allez, un truc comme ça ici, volontairement qui sortent du modèle. Donc voilà, j'ai créé mon nouveau sketch, et là je vais pouvoir donc prendre cet objet-là, j'appuie sur E comme extrusion, extruder ma partie qui se trouve ici. Je vais pouvoir soit revenir dans mon sketch et faire une opération, soit l'afficher ici et dire bah tiens, je voudrais cette partie-là, j'appuie sur E pareil, je l'extrude en négatif, et vous voyez qu'il m'a créé cet élément-là. Si maintenant je décide au niveau de mon sketch de le modifier dynamiquement pour déplacer ce cercle-là et voir l'impact dessus, et ben c'est comme tout à l'heure, je vais pouvoir éditer donc mon sketch, clic droit, éditer le sketch, modifier ici mon cercle. Donc, alors là, mon cercle, vous voyez, voilà, je peux le modifier, mais pas forcément comme je le voudrais. Pourquoi? Parce que c'est un cercle qui est contraint, vous voyez, en passage d'un point ici, par exemple, un cercle à 3 points. Donc lui, il est contraint, il y a des contraintes appliquées directement au niveau donc, des modèles, et ça, on verra ça par la suite. Mais de modifier donc ma valeur comme ça ici, voilà, je finis mon sketch, vous voyez, il m'a modifié la valeur ici, enfin la forme extrudée et la taille de la découpe. Donc voilà vraiment pour ce côté très très abstrait, certes, je suis désolé, mais vous allez voir que pour attaquer la partie suivante par ce petit clip, c'est bien de comprendre comment marchent les sketchs pour créer donc le volume sur la suite. Allez, maintenant on va attaquer le deuxième projet. Alors, pour faire un nouveau projet, bien sûr, on pourrait enregistrer ce projet-là à l'heure actuelle. Je ne vais pas vous le montrer parce qu'on va y revenir souvent dans le projet du clip par la suite. Et donc, pour créer un nouveau projet, on peut cliquer sur le petit plus sur le côté qui va permettre de créer un nouveau design. Je clique dessus, j'ai une nouvelle scène vide, et vous remarquez que j'ai des onglets et je peux comme ça passer d'un projet à l'autre. Donc Fusion 360 est assez pratique pour ça, c'est que voilà, on peut vraiment dynamiquement passer sur différents projets en même temps, ce qui moi j'avoue m'arrange dans pas mal de cas. Alors maintenant, faire cette espèce de petit clip qu'on a vu en introduction, donc je vais vous le charger. Donc vous voyez, j'ai ma scène vide maintenant qui est ici présente. Alors pour le charger, je n'ai pas montré, je suis allé ici dans donc la fonction pour ouvrir et j'ai fait simplement un open et j'ai choisi mon fichier, mais j'en parlerai donc sur la suite. Donc là voilà, c'est mon petit clip du frigidaire, ce que je vous montrais donc tout à l'heure. Et ce qui est important lorsqu'on va travailler en faisant de la conception, c'est d'anticiper de comment on va créer le design. Et ça, c'est vraiment super important d'anticiper au maximum. Donc si on regarde bien le modèle, à peu de choses près, notamment en vue de profil, on a à peu près une courbe qui fait cette forme-là, comme ça, ici. Voilà. Alors pourquoi cette espèce de petit renfoncement? Parce qu'il faut penser aussi pratique. Lorsque l'on va insérer une feuille pour que ça soit tenu, il faut que la feuille soit quand même pincée. Car si on a un espace, vous voyez, on aurait fait genre 2 bandes parallèles l'une à l'autre, il y aurait trop d'espacement, rien n'aurait pincé la feuille, et forcément les feuilles seraient tombées. Donc c'est pour ça qu'il y a ce petit renforcement vers l'intérieur, ce qui fait que ça plie légèrement la feuille entre les deux, voilà, donc, et tenir l'ensemble. Et je ne vous cache pas que ça marche très très bien. Donc ça, c'est le premier point. Anticiper, c'est problématique, car vous allez voir, lorsqu'on passe d'un modèle, par exemple comme moi, d'illustration, on est vraiment dans le libre, à la conception, c'est qu'on fait beaucoup d'itérations, beaucoup d'expérimentation entre la théorie et la pratique. Souvent, il y a une marge très importante. Bref,
cet élément-là. Donc le petit truc, j'ai aussi la forme qui remonte très légèrement ici et là pour pouvoir insérer facilement la feuille, pas passer 3 heures, c'est de trouver la petite fente pour la rentrer. Voilà, avec donc ici un arrondi avec une épaisseur pas forcément trop importante. Pourquoi? Car j'ai une imprimante 3D, si c'est trop épais, ça va être trop rigide et je vais avoir du mal à ouvrir. Ou si c'est pas assez rigide, eh ben, ça va se balader et ça va casser. Donc ça, c'est vraiment les choses qui sont très importantes. Et enfin, il y a une petite zone à cet endroit-là qui va recevoir l'aimant. L'aimant a une valeur en termes de cotation, il fait 10 mm par 2 mm donc au niveau de la largeur et de l'épaisseur, enfin du diamètre pardon et de l'épaisseur. Donc il va falloir donner un espace là-dessus, en laissant une petite marge de manœuvre parce qu'une imprimante 3D, notamment en fil, n'est jamais ultra précise, donc on va voir des fois si ça prime un peu trop serré, vous ne pourrez pas rentrer l'aimant, donc ça sera un petit peu trop large. Donc laissez comme ça ces petits espacements, ces petites marges autour du modèle, et aussi du fait que le clip va être collé contre un frigidaire, c'est bien que la partie aimantée soit alignée avec la partie clip pour que ça tienne bien et que ça ne se bascule pas au niveau donc de votre frigidaire. Donc vous voyez, l'anticipation est super importante pour le design. Et enfin, en ce qui me concerne, j'ai mis mon petit logo de Poly Workshop sur le dessus. Là, ça peut être du texte, n'importe quoi, à vous de voir, c'est purement, on va dire, optionnel. D'accord? Alors, au niveau de la construction de mon modèle, vous voyez ici, j'ai mon historique qui se trouve en dessous. Donc vous regardez bien, il n'y a pas tant d'étapes que ça. Vraiment, il y a beaucoup de chanfreins pour faire joli. Il y a un peu d'assemblage au niveau du logo, un peu de déplacement, il y a quelques sketchs. Mais c'est vraiment un projet qui est très très simple pour commencer. Au niveau des bodies, donc ces corps-là, vous voyez, je n'ai même pas nommé vu qu'il n'y avait quasiment rien là-dessus. J'en ai un qui correspond à l'aimant en dessous, tout simplement qui est un vulgaire cylindre, et l'autre donc qui est ce corps-là. Au niveau des sketchs, pareil, j'ai 3 sketchs différents. Donc un qui correspond à la forme du clip, d'ailleurs vous voyez on la voit déjà donc dans l'immédiat, je vais cacher les bodies ici, donc vous voyez une forme qui est vraiment très très basique, qui n'a aucun chanfrein, aucun arrondi, vu que j'ai fait ça donc par la suite. Vous avez le sketch donc à cet endroit-là qui va servir à recevoir l'aimant, et enfin le sketch qui correspond à mon logo, qui est un fichier SVG, qui a été créé dans Illustrator et que j'ai importé dans Fusion 360, et j'utilise ça simplement comme contour pour générer ma forme. Donc vous voyez, c'est très très basique. Donc on va reprendre ce projet donc de A à Z. Je vous dis pas que mon projet version 2 pour cette vidéo sera aussi bon que le premier ou quoi que ce soit, mais le but est de vous comprendre un peu comment ça marche. Alors, je vais dans mon projet ici, et comme tout à l'heure, je vais commencer par créer un sketch. Donc je clique sur l'icône de sketch, et là je vais mettre en vue plutôt de fond, simplement, voilà. Et je vais créer le profil de mon sketch. Alors, si on regarde bien le clip à l'origine, je vais revenir sur mon premier sketch, voilà ici. Alors, pour l'éditer, rapidement, j'ai fait un double clic sur le sketch, ça va l'éditer tout simplement. Donc, si on regarde bien, j'ai donc un ensemble de courbes avec une épaisseur constante. D'accord? Donc, cette épaisseur ici va me permettre, vous voyez, de donc dire, en fait, je vais faire un seul tracé. Ensuite, j'ai généré l'épaisseur donc pour avoir donc, cette même épaisseur constante partout. Et après, je vais fermer, on va dire, les contours. Et regardez bien ici, pourquoi? Parce que là, j'ai une petite valeur, on la voit ici, de 3. En fait, j'ai créé mon tracé en mettant une valeur constante de 3 mm autour. 3 mm, c'est assez épais par rapport à du filament pour donner assez de rigidité à mon objet. Vous voyez, ça c'est le truc qui est relativement simple. Après, sur la longueur, à vous de voir tel que vous voulez le faire. Je crois que mon clip fait 6 cm au niveau donc de mon modèle. Alors, si vous voulez prendre des dimensions, on peut prendre un point ici, un point là. Vous voyez, j'ai 63, oui je sais, ok. J'ai 63 mm au niveau de mon modèle. En gros, j'ai dû faire 60 à l'origine et j'ai dû modifier. Alors ça, j'ai pas donné le raccourci clavier pour les dimensions, c'est D en fait, pour prendre les dimensions entre différents points. En fait, c'est pas pour mesurer à l'origine, c'est plutôt pour donner une valeur numérique qui va être contrainte. Voilà, mais bon, ça, je viendrai par la suite au niveau donc du modèle. Bref, je reviens là-dessus. Et donc, on va commencer par créer. Et donc, pour créer, on va créer donc une ligne, tout simplement, voilà, pour faire notre forme, ici. Alors, on va commencer sur donc, une ligne qui va avoir une certaine longueur, et vous voyez ici, j'ai les valeurs qui apparaissent en millimètres. Je suis à 70 mm, peut-être qu'on va commencer, voilà, 70 peut être très très bien. Donc, j'ai fait ici une ligne de 70, je vais monter très très légèrement, n'hésitez pas à zoomer si vraiment vous vous sentez un petit peu loin, voilà, 7 mm pour la partie arrière, donc qui va remonter, voilà. Je vais faire un petit angle, et vous voyez, je travaille vraiment visuellement par contre à ce niveau-là. Je peux rentrer des valeurs numériques, mais là, disons que c'est plutôt pour un côté artistique, donc il n'y a pas trop besoin dans l'immédiat. Je vais arriver là-dessus, hop là.
et je vais par exemple créer par la suite une autre forme qui va être un arc de cercle. D'accord? Donc là, le but, c'est pas forcément de faire une belle forme, mais au moins de se préparer à créer les différents éléments. Je vous cache pas que des fois, ça m'arrive de créer mon sketch en 2 passes. Une première passe pour dire, tiens, je mets ça, ça, ça ici, pas forcément parfaitement, et après, je refais proprement les choses. C'est ma façon de travailler, je dis pas que c'est la meilleure. Regardez bien ici, à la fin, j'ai voulu arrêter donc mon segment, j'étais déjà parti, j'ai cliqué, en fait, il ne faut pas penser à faire échappement. Moi, j'ai toujours peur de faire échappement, de tout perdre. Donc c'est vrai que des fois, je fais un clic de trop, donc vous pouvez cliquer sur un segment qui est en trop, la touche suppression de votre clavier et vous effacez donc votre élément. Maintenant, je voudrais faire donc l'arc de cercle là, au niveau donc de mon sur le bout. Donc sur ici la fonction donc la section de création, je n'ai pas l'arc de cercle. Il faut que je clique sur Create et là vous avez la fonction qui permet de créer des arcs de cercle. Et c'est pareil, il y en a 3 différents. Je prends le premier, 3 points ici. On peut cliquer sur le premier point, le deuxième point et là commencer à faire votre arc de cercle. Ce qui va être très important pour cet arc de cercle va être de définir que la courbe ici donc de mon arc de cercle aille un peu plus bas que la ligne ici de base. D'accord? Histoire que ça se croise. Ok? Donc ça, c'est un élément qui va être relativement important. L'autre truc qui va me manquer, c'est que j'ai besoin de cet arrondi qui se trouve comme ça ici en dessous. D'accord? Parce que là, j'ai fait une belle ligne droite, c'est bien, mais c'est pas mon bel arrondi. Donc je vais pouvoir continuer à faire un autre arc de cercle, par exemple, ou faire, pourquoi pas, un cercle ou peu importe. Donc je vais prendre le cercle, je prends le centre de l'arc de cercle d'origine, sauf que là je vais aller beaucoup plus bas, à peu près comme ça ici. Voilà. Alors le but c'est de créer une forme qui fera le dessus comme ça ici, en dessous, et qui là maintenant va aller en dessous de cette partie-là. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est important de créer justement ces gabarits, ce genre de choses, c'est que voilà, il y a peut-être d'autres façons de le faire plus efficace, je ne dis pas le contraire, mais des fois, voilà, on reste sur un croquis, simplement, et il y aura des éléments de construction ou pas. D'ailleurs, je peux très bien dire ce cercle-là, regardez, ici, je le sélectionne, et sur la palette de sketch, j'ai ici ce qu'on appelle une construction. Et bien, je dis que ce tracé-là est un tracé de construction pour faire mes sketchs, et pas de fabrication, on va dire tout simplement. Et donc, à partir de là, je vais pouvoir faire, sur la ligne ici, eh ben, un arc de cercle qui va aller à peu près jusque là, on va dire, au niveau donc de mon modèle. Je vais pour ça reprendre comme tout à l'heure Create, arc de cercle, et prendre le cercle Point Arc. Donc cette fois-ci, on va pouvoir définir, vous voyez, hop, un point ici central, et je vais suivre simplement, vous voyez, à cet endroit-là, le trait de construction jusqu'à cet endroit-là. Et donc j'ai créé un arc de cercle ici, selon les points de construction. Donc vous voyez, c'est vraiment l'intérêt comme ça ici de ces outils de construction à cet endroit-là, c'est utiliser ça comme un gabarit pour faire donc notre tracé. Voilà, donc j'ai fini mon arc de cercle, je peux appuyer sur échappement à cet endroit-là, et là j'ai bien la courbe du départ qui fait tout le tour à cet endroit-là, qui part comme ça en dessous. D'accord? Alors, le petit truc qui peut poser problème dans Fusion, c'est que vous voyez, j'ai des points qui s'intersectent, mais ma courbe, vous voyez, s'arrête ici. Donc n'hésitez pas, des fois, comme ça, hop, à déplacer vos points pour avoir une continuité ou retracer, si c'est nécessaire, votre élément. Et donc là, comme ça, j'ai bien donc une espèce de courbe comme ça, un peu continue. Et je peux sélectionner donc mes éléments. Maintenant, comme ça ici, j'ai ma forme. Et je vais pouvoir, au niveau des outils de modification, créer un offset. Et vous voyez que là, maintenant, Fusion 360 me permet de créer justement une courbe, on va dire, en décalage au niveau du modèle. Donc là, je vais dire par exemple de 3 mm. J'ai dit tout à l'heure, là-dessus, et hop là. Donc maintenant, j'ai bien, vous voyez, tous ces tracés-là avec un décalage de 3 mm sur mon modèle. Donc vous voyez, c'est quand même le côté assez pratique de Fusion 360 pour faire ce genre de choses. Alors peut-être j'aurais dû travailler avec un tracé un petit peu plus court. Hein. Donc vous voyez, là je fais un clic glissé pour changer donc mes valeurs, donc pour que la partie basse soit un peu moins importante. Donc vous voyez, donc on a vraiment ce côté dynamique. Alors vous voyez, je clique en même temps parce qu'il modifie le centre par rapport, on va dire, au cercle à 3 points à l'origine, enfin l'arc de cercle à 3 points. C'est pour ça que j'ai ce petit décalage qui peut comme ça, on va dire, apparaître. Mais comme ça, on a vraiment cette dynamique de changer, vous voyez comme ça, l'arrondi sur la hauteur. Oups, excusez-moi. En fait, c'est pourquoi je déplace ça, parce qu'en fait, je clique ici pour déplacer le décalage, en fait, et pas le point de départ. D'accord?
vous voyez, j'ai vraiment ce côté de modification. C'est vraiment ce que j'adore sur Fusion 360. Maintenant, j'ai ma forme comme ça ici, et on a fait quasiment le plus gros. Alors, je pourrais très bien... Oups, pardon, excusez-moi ici. Voilà, déplacer, vous voyez, ma courbe ici pour trouver le meilleur profil. Donc, de descendre comme ça, vous voyez ici. Donc, n'hésitez pas à vraiment modifier vos points pour arriver à avoir un résultat. Alors pourquoi ça saute un peu partout? Parce que vous voyez ici, j'ai une contrainte de perpendicularité. Quoi que je modifie ici, j'ai toujours un angle perpendiculaire. Ce qui fait que il y a toujours ce décalage comme ça parallèle. Et ça, c'est vraiment très très fort par rapport à Fusion 360. Donc bref, ma forme est bien. Sauf que maintenant, je ne peux pas extruder ma forme. Pourquoi? Parce que si je veux extruder ma forme, eh ben, vous voyez, elle est ouverte. L'extrusion ne se fait que sur des tracés qui vont être fermés. Donc il faut que je ferme ici et que je ferme là. Pour ce faire, je prends simplement la ligne, ici, hop là, ça m'a fait donc un premier tracé, un deuxième comme ça ici, et voilà, donc c'est terminé. Donc maintenant j'ai bien un profil ici qui est prêt à être extrudé. Donc pour ce faire, j'appuie sur échappement pour quitter l'outil de tracé, je clique sur ma forme, j'appuie sur E comme extrude, et maintenant je vais pouvoir extruder directement ma forme. Alors n'oubliez pas, l'aimant qu'on va mettre en dessous fait 10 mm de largeur. Ça veut dire qu'il faut que mon clip fasse au minimum 10 mm de profondeur, enfin, dire d'au moins 10 mm pour que mon aimant rentre. Après, il faut cesser une marge de manœuvre. Donc, rentrez-vous une valeur d'environ 15 mm, 16 mm. Alors, un conseil, ayez toujours une règle à côté de vous quand vous travaillez. Moi, j'ai un simple réglé pour voir justement quelles sont les valeurs. Vous dire, bah tiens, 15 mm, peut-être que c'est la bonne valeur, peut-être que c'est pas assez large, peut-être que 17, ce serait bien. Donc réfléchissez à ça, et là je vais pouvoir rentrer une valeur de 17 mm. Voilà, donc là j'ai ma forme qui est prête. Et là si j'imprime mon objet tel quel sans rien faire d'autre, d'ailleurs c'est très facile à imprimer très rapidement, on peut tester avant d'aller plus loin dans le design si justement eh ben, cette forme va marcher par rapport au pincement et l'espacement que j'ai notamment ici entre les deux formes. Est-ce que c'est peut-être trop près ou pas assez près? N'oubliez pas aussi que lorsque vous allez imprimer en 3D, si vos objets sont très proches les uns des autres, le risque c'est que vos filaments collent ensemble. Si ce n'est pas bon, vous revenez sur votre sketch, voilà, ici, vous l'éditez, pardon, faisant un double clic dessus, et là on va pouvoir modifier justement les différentes valeurs au niveau donc de vos objets, et donc de vous rapprocher donc au niveau donc du modèle. Voilà. Alors attention, effectivement, j'ai des contraintes aussi qui sont quand même assez importantes par rapport au centre. On a moyen d'enlever les contraintes. Donc voilà au niveau donc, des différents éléments. Et là, essayez effectivement de vous rapprocher. Donc vous voyez, hop, au niveau du modèle. Donc, vous voyez, il essaie toujours de se modifier à cause je dirais, de la forme de l'arc de cercle que j'ai choisi. Bref, je reviens dans l'immédiat là-dessus. Hop là. Mais n'oubliez pas qu'on peut modifier le sketch. Mais si vraiment vous avez des problèmes de déplacement qui sont bloqués, c'est vrai que je n'ai pas trop parlé pour l'instant, c'est souvent lié à ces contraintes. J'étais un petit peu rapide, j'édite mon sketch. Vous voyez, on a des paramètres d'angularité ici, donc une contrainte d'angle droit. Il y a vraiment pas mal de contraintes comme ça dans Fusion 360. On les trouve comme ça ici. Il faudra effectivement apprendre à les connaître parce que ça, c'est encore quelque chose qui, même moi, dans certains cas, je me suis dit, ah oui, j'ai pas contraint ici, j'aurais dû, etc., etc. Bref, je dérive, excusez-moi. Et donc, à partir de là, je vais pouvoir commencer à changer un peu le design de mon modèle. Et là, ce que j'ai fait tout à l'heure, donc dans la version d'origine, pardon, et pas tout à l'heure, j'ai pris, donc, vous voyez ici et là, donc, des chanfreins, et j'ai pu comme ça faire mes arrondis. Donc, attention à vos valeurs, parce que plus vous allez agrandir, et dès un moment, si vous agrandissez trop loin, il ne sait pas quoi faire. Donc, attention à ça. N'hésitez pas aussi à vous dire, bah tiens, je vais appliquer mon chanfrein à l'intérieur et à l'extérieur, comme ça ici. Sauf que la distance que vous avez là, les angles sont plus ou moins identiques, mais il y a un moment où voilà, vous voyez, l'arrondi va être important et pas assez important à cet endroit-là. Donc pensez des fois à faire en 2 fois vos opérations au niveau donc je dirais des chanfreins. Si vraiment vous voulez une valeur beaucoup plus importante ici à cause de l'épaisseur, je reviens encore dans mon sketch. Et là, je peux modifier donc encore mon sketch. Le problème, c'est que si je tire, vous voyez, sur un trait comme ça, à cet endroit-là, pour changer l'épaisseur, en fait, j'ai toujours l'épaisseur. Moi, j'aimerais bien, c'est déplacer ce trait ici, mais ne pas bouger l'autre à l'extérieur. Pourquoi? J'ai toujours, en fait, cette contrainte liée à l'épaisseur. Et en fait, c'est ces petits signes que l'on voit là, de contrainte. D'ailleurs, vous voyez, quand je clique dessus, c'est marqué Offset Constraint. Donc, la contrainte liée à l'offset, au décalage, donc il se trouve ici.
Je clique dessus pour les sélectionner. Maintenant, la touche supprime et ils ont disparu. Et là, maintenant, je vais pouvoir cliquer que sur cet élément-là. Vous voyez, la contrainte de décalage a disparu et je peux comme ça modifier mon sketch. Ce qui est assez pratique. Vous voyez, je peux même agrandir, vous voyez, cette partie-là maintenant plus librement par rapport à ce que j'avais avant au préalable. Par contre, vous remarquez qu'automatiquement, on a mis des contraintes de signes parallèles partout pour garder la parallélité, enfin en gros les côtés parallèles au niveau de mon dessin. Donc maintenant je peux arrêter ici, voilà, et je vais pouvoir donc maintenant avancer, dire bah tiens je vais faire celui-là, limite je vais le faire en 2 fois, vous voyez cette première partie ici, oups pardon excusez-moi, de faire la partie comme ça en dessous, vous voyez une forme un petit peu différente, et maintenant je vais faire la partie intérieure, vous voyez en plusieurs fois. Alors sûr de faire plusieurs sketchs va forcément faire plusieurs chanfreins va me rajouter autant d'éléments dans l'historique. Mais des fois, bah, mieux vaut travailler sur des chanfreins effectivement séparément que de trouver je vais y arriver, excusez-moi, une valeur qui va pas forcément être la bonne. Vous voyez, je peux même forcer ici. Fusion 360 va être assez intelligent pour passer par-dessus un chanfrein déjà existant. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais prendre la partie en dessous. Donc cliquez déposer. Attention, vous voyez, aux valeurs, hein, très rapidement, des moments, il ne sait plus trop quoi faire, donc il peut fermer votre objet. Voilà, la partie sur le dessus, faire comme ça un gros arrondi, hop là, et maintenant des chanfreins beaucoup plus classiques sur la partie avant, donc je fais un clic, 2 clics, 3 clics, 4 clics, éventuellement la partie sur la partie voilà, avant à cet endroit-là, la partie en dessous ici, et là on va pouvoir, pareil attention aux valeurs, hein. En fait pourquoi ça a du mal à passer, parce que sur l'avant ici, c'est trop important, donc n'hésitez pas à zoomer pour trouver effectivement les bonnes valeurs, voilà ici. Donc là, je suis à peu près à 1 mm. Vous pouvez rentrer 1,2 si vous voulez. Et puis voilà. Ok. Si vous vous rendez compte que là, votre chanfrein, finalement, c'est peut-être pas forcément ça qu'il fallait, on peut toujours cliquer sur une surface, comme celle-là, ici. Vous voyez, des fois, il y a du mal à sélectionner, il faut zoomer un petit peu là-dessus. J'appuie sur supprime. Il m'a supprimé les faces donc du chanfrein et revenir là-dessus. Ou alors, je peux revenir en arrière et éditer la sélection au niveau des faces. Donc, vous voyez ce côté vraiment... J'ai effacé des faces dans l'historique, il m'a rajouté ces éléments-là. Et maintenant, je peux revenir là-dessus, ici et là, pour ces deux-là faire un chanfrein peut-être un peu plus important. J'aurais peut-être même lui faire d'ailleurs aussi au-dessus et en dessous. Vous voyez, et vous remarquez, en transparence, il me trouve comme ça les arêtes du modèle, sauf que là, j'avais encore un chanfrein, forcément, il ne me trouvait rien du tout. Donc je l'efface comme tout à l'heure. Vous voyez, encore un historique, parce que c'est l'étape suivante que j'ai faite. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de blabla, j'en ai bien conscience, mais c'est important pour vous de voir ces allers-retours hein, et voir justement ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc vous voyez ici, hop, j'ai pu donc placer mes chanfreins. Je vais pouvoir mettre des chanfreins sur le côté pour faire un arrondi un petit peu plus joli. Donc je peux prendre mon chanfrein ici. Et là, au lieu de prendre les deux arêtes, ça fait la même chose, on va dire ici l'arête, je peux aussi prendre la face ici, la face là. Donc monsieur va prendre le contour donc, de la face et appliquer mon petit chanfrein sur le côté. Alors attention, c'est pareil, les valeurs très importantes. Pour faire vraiment un chanfrein très léger, 0,5 c'est très bien. Et puis voilà. Donc là maintenant j'ai déjà la base au niveau donc, de mon petit clip qui devrait déjà marcher. Maintenant il faut que je fasse la partie liée, on va dire, à l'aimant. D'accord? Donc pour ce faire, je vais pouvoir ici donc rajouter un sketch et donc cliquer au niveau du cercle, la forme que je voudrais donc extruder, créer tout. Donc cette face-là de sélectionner, je clique sur Sketch, automatiquement, vous avez vu, c'est placé par rapport donc à cette face. Donc je peux même, au passage dans un sketch, on peut toujours naviguer aussi en 3D pour mieux voir. D'accord? Donc je me mets là-dessus. Je vais cliquer sur l'outil cercle, et là je vais donc au niveau donc, de mon modèle. Vous avez vu ici, lorsqu'on se déplace sur une arête, hop, il s'accroche ici pour dire « Ah, c'est placé le point central ». Et maintenant, si je me déplace, il va garder cette contrainte. Parce que là, si je suis dans le vide, je ne sais pas forcément où trop se trouve le milieu. Mais de cliquer sur des points, enfin, cliquer, pardon, excusez-moi, ne cliquez pas, pardon, de positionner votre souris au-dessus d'un point existant permet de créer des points comme ça, d'accroche, pour la création du sketch. Et donc là, si je vais au milieu, il me dit, ah tiens, c'est le milieu ici. Et maintenant, je peux comme ça, hop, vous voyez, me déplacer. Je suis toujours aligné par rapport au milieu de ce segment, ce qui est quand même assez pratique. Là, je fais un clic glissé. Je vais créer donc un cercle qui va faire 10 points, allez, 10,5 mm. D'accord? Ça veut dire que l'endroit où je vais mettre l'aimant, qui va être a priori un trou,
à cet endroit-là, je vais avoir donc 10 mm et 0,5 mm, donc 0,25 de chaque côté de l'aimant, comme marge de manœuvre pour le rentrer au moment de l'impression 3D. Donc là, c'est très très bien, j'ai cette forme-là. Voilà. Et sauf que moi, je voudrais pas, c'est pas juste avoir ça que je voudrais le rentrer dedans, je voudrais plutôt avoir une extrusion qui va être alignée, a priori, à peu près à cette forme-là. Donc pour ce faire, toujours en vue de dessus, je vais créer donc un rectangle. Cette fois-ci, je vais le prendre par rapport au centre, j'aligne sur mon cercle, et là, je vais pouvoir créer donc un rectangle qui va être plus ou moins la forme, voilà ici, qui va donc s'appuyer sur le frigidaire avec l'aimant à l'intérieur. Donc là, je le fais à peu près visuellement, 13 mm c'est bien, parce qu'en fait, je vais l'arrondir un peu en chanfrein sur l'extérieur, et en profondeur, on va mettre, allez, 25, donc par 13. Voilà ici. Donc là, maintenant, j'ai ma forme, et je vais pouvoir faire l'extrusion de cette partie-là par rapport à cet élément donc d'alignement. Donc je vais me mettre en mode extrusion, j'appuie sur E, je vais mettre en vue donc de côté. Alors c'est un petit truc qui me concerne moi, j'ai modifié les préférences. Moi ici à l'heure actuelle, je ne suis pas du tout en mode orthogonal, je suis en mode perspective. Mon Fusion 360 est réglé pour être en mode orthogonal, en mode sketch, mais en mode perspective, en mode de modélisation. Ça se trouve ici dans l'outil de navigation. Vous avez ici un petit triangle qui apparaît. Si vous cliquez dessus, vous voyez, il y a le mode orthographique, perspective, et perspective avec les faces orthogonales. Donc passez en mode orthographique, et voilà, vous êtes vraiment dans le côté perpendiculaire. Et là maintenant, on va pouvoir, ici, donc faire une extrusion. Voilà. Alors, pour faire les extrusions, on peut rentrer une valeur numérique. Ce n'est pas toujours évident de savoir par rapport à la face. Vous avez moyen de cliquer ici. Donc, la façon dont vous allez étendre votre extrusion, par défaut, c'est une distance. Mais aussi, on peut dire à l'objet, ou on va dire sur la valeur, on va dire, de tout l'objet pour passer notamment de part en part. Voilà. Le seul petit problème, c'est que dans le cas présent, j'ai la distance, effectivement, je peux en trouver une. Par contre, par rapport à l'objet, c'est un peu délicat, parce que l'objet, c'est par rapport à lui-même, et en fait, c'est par rapport éventuellement à une face de l'objet. Le problème, c'est que là, la seule face, elle est courbée, et c'est difficile de savoir quelle est vraiment la distance. Voilà. Et all, c'est pour la découpe de part en part. Donc là, on va rester sur 4 mm au niveau donc, de mon modèle. Voilà, là-dessus. Donc, hop, excusez-moi, distance. Je fais OK. Alors, ça a l'air plus ou moins aligné au niveau donc du modèle. Alors, pour trouver cette distance, il y a un petit truc que moi j'utilise, je ne dis pas que ce soit le meilleur. En fait, on peut venir sur le sketch tout simplement et de mesurer la distance entre la base ici et la partie supérieure. Donc, c'est mon sketch, c'est le premier. Je double-clique dessus pour l'éditer. Et donc là, je suis passé dans l'autre sens. C'est la distance entre le point ici maximum et la courbe qui se trouve là. Pour ce faire, c'est très simple. Je peux créer ici une ligne, d'accord, comme ça. Et cette ligne-là, je peux essayer vraiment de l'aligner avec cette courbe-là. Et vous remarquez que j'ai une valeur de 3, hop, j'étais un petit peu rapide, ici, de 3,88 mm. Voilà, tout simplement. Donc je peux revenir, je finis mon sketch, qui ne sert à rien cette courbe-là ici, et je vais pouvoir donc faire une extrusion, l'éditer ici, clic droit, éditer la fonction, et là je voudrais 3,88 mm. J'étais pas loin, franchement, en ce qui me concerne. Donc voilà. Et là, je vais pouvoir maintenant faire comme tout à l'heure, un petit peu donc de chanfrein ici pour avoir un arrondi un petit peu plus sympa sur cette partie-là. La partie arrière, je vais faire la même chose. Et remarquez, des fois, Fusion 360 a un petit temps de latence. Ça peut arriver, hein, voilà, au niveau donc, du logiciel. Là, maintenant, je vais faire un arrondi ici pour que ça soit un peu facile de rentrer justement, on va dire, l'aimant. Ok. Et je vais revenir au niveau de l'aimant au passage. Voilà. Et donc faire maintenant un petit peu donc, de chanfrein tout autour ici, pour que ce soit un petit peu plus doux et progressif. Alors attention vraiment que ce soit très très léger. Voilà là-dessus. Et donc vous pouvez bien sûr continuer à mettre vos chanfreins en fonction de ce que vous voulez faire. Hein. Ça c'est vraiment, je dirais, libre à vous au niveau donc, de la forme que vous voulez avoir. Donc là maintenant, mis à part le texte qui peut manquer ici, il y a juste un petit détail, c'est que là, j'ai fait une élévation de 3,88 mm. Le problème, c'est que mon aimant fait 2 mm d'épaisseur. Donc j'ai 1,88 mm donc, de décalage pour coller mon élément à l'intérieur. Si je mets mon aimant au fond, mon aimant ne va être pas contre la surface et forcément ça va beaucoup moins adhérer. Donc il va simplement falloir rajouter ici donc, une extrusion donc, de 1,88 mm. Voilà, donc je peux rentrer, oups, excusez-moi, là-dessus.
Voilà, 1.88. Et voilà, j'ai fait donc ma surélévation. Et je sais que là, entre cette distance-là et la partie supérieure, j'ai donc 2 mm d'épaisseur. Donc vous voyez, c'est toujours de cotation de valeur. Il faut toujours garder dans un coin de votre tête. Excusez-moi, je parle très très vite. Pour donc vos différentes voilà, créations. Et maintenant, pour faire un petit texte rigolo ou quoi que ce soit ici, on peut importer un SVG. Mais déjà, avant d'importer un SVG ou d'écrire du texte, il va falloir créer un sketch, car on fait ça en 2 dimensions. Donc sur cette face ici, à cet endroit-là, je vais faire un clic droit, Create Sketch, ou alors ici, et sélectionner la face après. C'est exactement la même chose. Je clique mon sketch, et là, j'ai automatiquement, vous voyez, un sketch qui s'est aligné directement avec, comme ça, la surface, qui est quand même assez pratique. Donc vous pouvez ici insérer directement donc un fichier SVG. Alors attention, il faut voir qu'un fichier SVG qui va être propre, ou alors simplement, on peut aussi insérer du texte. Create, et là vous avez texte. Voilà, on clique là-dessus. On va pouvoir taper votre texte à cet endroit-là. Love, par exemple. Vous pouvez choisir votre police de caractère. Alors, prenez une police de caractère assez épaisse pour l'impression 3D, sinon vous allez avoir des problèmes, on va dire, de visibilité. Moi, j'ai toujours aimé à l'air. Voilà. Et donc, vous pouvez changer l'orientation, si vous voulez, donc, de votre texte, le déplacer. Et vous remarquez les valeurs de dimension 10 mm ici, c'est la distance en fait de la boîte qui se trouve là, 1 cm. C'est quand même pas très très grand, hein, n'oubliez pas ça. Alors, je ne suis pas obligé de me dire, je vais rester contraint juste sur cette espèce de face là. Je vais pouvoir la déplacer un tout petit peu, peut-être taper par exemple 12 mm, que ce soit un petit peu plus grand. Voilà. Là-dessus. Donc à cet endroit-là, je le fais à peu près visuellement dans l'immédiat. Hop, finish. Donc pardon, je fais OK là-dessus. Donc mon texte maintenant a été créé et je vais pouvoir appuyer sur E comme extrusion et donc faire une extrusion au niveau de mon modèle. Alors une petite subtilité, regardez bien, si je zoome, vous voyez ici, mon texte sur le dessus est bien présent, mais en dessous, il ne colle pas du tout. Pourquoi? Car le sketch était aligné sur cette grande face ici, mais là j'ai un arrondi à cause du chanfrein. Donc mon extrusion part sur le dessus et pas sur le dessous. Et après, aller récupérer les faces à sélectionner, ça peut être un petit peu compliqué. Donc le truc à cet endroit de dire, c'est que je ne veux pas une extrusion dans un seul sens, mais dans 2 sens. Et là, je vais pouvoir, sur le dessous, faire une extrusion donc de 1 mm. Car par contre, attention, la deuxième extrusion, ce n'est pas une découpe que je veux, c'est rajouter comme ça de la matière. Donc vous avez pu comme ça faire une extrusion dans un sens et dans l'autre sens. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder bien. Là, c'est une distance donc de 2 mm vers le haut et de 1 mm vers le bas. Et l'opération que je fais, c'est bien de la jonction, on va dire de l'addition au niveau du modèle. Voilà, donc on a fait le petit love. À vous de voir pour mettre un chanfrein. Attention quand même toutefois, lorsqu'on commence à voir des, voyez, des segments comme ça ici, il faut faire beaucoup plus de clics et des fois on a des erreurs au niveau des chanfreins. D'ailleurs, le mieux c'est souvent de cliquer carrément sur, on va dire, la face. Voilà ici, et de mettre point 2, on va voir si ça passe. Vous voyez, il veut même. Si, 2, effectivement, il voulait quand même. Voilà. Donc 2 ici, et là vous avez un petit chanfrein au niveau donc de votre texte. Et votre clip maintenant est terminé. Vous n'avez plus qu'à l'imprimer. Imprimez-le forcément sur la tranche. Attention, toutefois, ici, il y a quand même, vous allez avoir des petits besoins de support. Moi, c'est pour ça que j'avais fait en fait des chanfreins aussi tout autour pour qu'il y ait une transition plus progressive. Après, vu la taille, bon, à vous de voir. Vous pouvez toujours faire un texte qui va aller vraiment de bord à bord. Si vous le voulez, il n'y a aucun problème donc par rapport à tout ça. Donc voilà pour ce premier projet, vous voyez qu'il n'est pas si simple que ça en étant relativement simple. Il y a des difficultés. Vous avez vu le sketch au début, il a fallu créer donc bien sûr ce sketch avec ses différentes courbes, y compris temporaires et de construction, pour faire un truc propre. L'épaisseur, si on veut modifier une fois que l'épaisseur est appliquée à un sketch, soit ce sera donc la forme de base qui va donc se répercuter avec l'épaisseur constamment. Quand je parle de l'épaisseur, c'est le décalage au niveau du sketch, bien évidemment. Ou alors, il faudra enlever la contrainte. Et vous voyez, les contraintes, on commence à voir beaucoup de choses. Mais vous voyez, très rapidement, faire des formes un petit peu plus rigolotes et rapidement, eh ben, c'est pas si compliqué que ça. Reprenons en arrière ce projet-là, faites-le une deuxième fois, vous allez voir, ça va rentrer plus rapidement. Donc voilà pour ce deuxième projet. Alors avant toute chose quand même, je voulais le préciser, si vous voulez enregistrer votre projet, c'est quand même quelque chose d'assez important. Donc dans le menu fichier ici, vous pouvez faire save. Et là, il va vous demander donc de rentrer dans votre projet. Donc clip V2 pour moi. Et vous choisissez l'endroit que vous voulez dans vos dossiers, donc, au niveau de vos fichiers. Il y a différents donc, projets.
Voilà, moi j'ai un projet divers dans lequel je mets des trucs un peu, voilà, un peu bazar, on va dire. On peut créer un nouveau projet, c'est comme un dossier, on va dire simplement, et vous enregistrez dedans, tout simplement, voilà. Et ça va enregistrer dans le cloud votre fichier. Si vous voulez l'exporter pour l'avoir sur votre disque dur, parce que vous avez peur du cloud, ce que je peux comprendre, fichier donc ici, vous pouvez faire exporter. Et là, il va falloir donc dans le lieu, qui n'est pas pour moi le bon dossier, choisir un dossier fusion, donc archive tout simplement. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'autre projet. Alors pour ce troisième projet, cette petite boîte un petit peu rigolote, je vous cache pas que j'ai fait moi-même une version, je dirais, de base, mais après je n'ai pas non plus poussé les choses un peu plus loin que je voulais le faire, donc on va voir jusqu'où on va dire ensemble. Par contre, ce projet est un peu plus complexe car on va intégrer donc de nouveaux concepts, notamment les composants, et surtout on va dire quelques valeurs qu'on va donc répéter au fur et à mesure, notamment au niveau des sketchs. Alors, ce projet-là, honnêtement, n'est pas si difficile que ça, mais il faut juste le digérer. Donc n'hésitez pas à faire, avant de lancer là-dessus, faites d'autres projets très simples, un peu comme le clip, entraînez-vous bien et revenez là-dessus si vraiment ça vous paraît difficile. Mais regardez-le quand même, regardez-le jusqu'au bout, ça peut quand même être assez intéressant et mieux comprendre des choses donc sur Fusion. Alors, je vais effacer ce projet-là et ce projet-là, même le projet, on va dire, de début. Voilà, je ne veux pas l'enregistrer parce que ça ne sert à rien. Et donc, je recommence sur un projet propre. Alors, vous vous rappelez de ce qu'on a vu avant, on a vu ces sketchs, on a vu ces bodies qui sont donc ces objets 3D. Et je vous ai mentionné plusieurs fois ce qu'on appelle des composants, des components en anglais, qui sont en gros des éléments structurels un peu comme des dossiers, dans lesquels on va mettre des bodies avec leurs sketchs attachés. Si je prends un exemple simple, donc cette petite pince ici, en fait, si je dois la modéliser avec Fusion 360, je vais créer plusieurs objets, forcément, parce que je vais vouloir les articuler. Mais par exemple, si on regarde cette pince-là, on a une branche que je tiens ici, je suis en train de bouger, et l'autre branche qui sont quasiment similaires, on va dire. Et bien cette branche-là, j'ai une partie métallique, avec un manche par-dessus. Le manche, en plus, est composé de deux couleurs différentes qui pourraient être deux éléments, on va dire, mis séparément et collés ensemble. Et pareil, bien sûr, de l'autre côté, les objets, plus bien sûr, à l'intérieur, la petite languette qui fait office de ressort. Alors, pour ça, je vais créer notamment un body qui va être la partie métallique de cette branche-là, un autre body qui sera la partie orange, un autre body, la partie donc bleu foncé, que vous voyez très mal ici, et pareil de l'autre côté, les mêmes bodies. Sauf que je commence à avoir un petit peu de mélange, on va dire. Donc on va créer en fait un composant qui va être la branche de gauche pour moi, et donc son de droite pour vous, et un autre composant qui sera l'autre branche, et chaque composant aura tous les bodies qui composent cette partie. Donc on aura deux composants avec trois éléments ici, deux composants avec trois éléments. L'intérêt de travailler avec des composants, c'est que chaque composant aura son propre historique de construction, donc ça évite de mélanger les choses. Et en plus, on va pouvoir créer des articulations, des mouvements, on va dire des assemblages, tout ça, entre différents composants. Donc on pourra dire, ben, ce composant ici, j'ai un point de pivot au milieu, voilà, avec tel angle de rotation minimum et maximum, et ça va faire une rotation d'un composant par rapport à l'autre. Voilà, donc c'est très important de travailler avec des composants dans Fusion 360. Et ça, dès, on va dire, le plus tôt possible dans vos créations. Alors, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est des projets vraiment d'exemple qui étaient très très simples, a priori, avec un ou deux bodies. Dans ces cas-là, s'il n'y a pas d'articulation, on peut très bien rester justement sur un seul composant, celui par défaut. Mais dès que vous commencez à éventuellement articuler quelque chose, faire des objets qui sont un peu plus complexes, c'est très important de faire des composants qui vont être séparés. Dans le cas présent de la boîte, on peut avoir un composant qui va être le corps de la boîte et un autre composant qui va être le couvercle. Je vous montre le fichier de la boîte que je montre en introduction. Donc voilà le fichier chargé ici. Et vous remarquez sur l'espèce d'arbre sur le côté, vous avez ici un composant qui s'appelle base, un composant qui s'appelle couvercle. Et si je le déroule, on voit bien que dedans, il y a bien une origine, il y a bien des bodies et des sketchs. Voilà, là-dessus. Et c'est pareil pour l'autre, on a aussi des sketchs et des bodies, et on n'a pas les mêmes nombres de sketchs. Si je passe d'un composant à l'autre, on va voir qu'il va y avoir des historiques qui vont être éventuellement donc différents entre ces différents éléments. Donc ça, c'est vraiment très très important de travailler comme ça sur les différents éléments au fur et à mesure pour vous simplifier la tâche. Voilà, donc ça c'est un point qui est super important. Alors je reviens donc sur, je vais fermer celui-là,
Voilà là-dessus. Alors pour commencer, en fait, on est déjà sur un composant par défaut au sein de Fusion 360, mais on n'a qu'un seul composant. Le premier réflexe va être de faire un clic droit sur ce composant qui s'appelle unsave, enfin, qui n'est pas sauvegardé, clic droit, et là je vais créer un nouveau, entre guillemets, sous-composant, à peu de choses près. Je clique dessus, et là, oui, il m'a créé un composant qui s'appelle component 1.1, et regardez bien un petit truc, si j'annule, regardez bien l'icône qui est ici. J'annule ici, c'est un petit carré pour dire que c'est un composant. Je fais CTRL Y pour rétablir, ou je refais un nouveau composant. C'est bien l'icône du composant aussi qui est un cube. Et là, en fait, pour me dire que cet élément-là, c'est un élément qui est composé de multiples composants, d'où maintenant, en fait, un petit icône avec 3 petits cubes, tout simplement. Donc pour dire, voilà, je suis à l'heure actuelle dans un projet qui a au moins un composant en plus du composant principal. Et dedans, je vais pouvoir commencer à créer mes choses. Et regardez bien à droite de la ligne composant, c'est ce petit cercle avec un petit point pour dire c'est le composant actif. Donc ce que je vais créer va être dans ce composant-là. Si je vais sur le composant principal maître, on va dire, je peux cliquer dessus, vous voyez, j'ai le petit cercle pour dire voilà, activate component, j'active le composant. Donc ça c'est important pour dire voilà, je travaille sur celui-là. Vous allez sûrement faire l'erreur au début de ne pas travailler forcément sur le bon, mais on s'en rend compte assez rapidement. Donc voilà. Donc maintenant, on va travailler un petit peu pour la création de cette boîte et on va essayer de créer, on va dire, un petit peu plus, on va dire, rapidement certaines choses, notamment la partie sketch, parce que ce n'est pas très très compliqué. Donc je vais commencer par la boîte, la partie basse de la boîte. Je vais créer un nouveau sketch en vue de dessus. Voilà. Comme tout à l'heure, je vais créer un rectangle à la base, en partant toujours pour moi du centre, parce que j'aime bien centrer mes objets par rapport à l'univers donc de Fusion 360, et je vais créer une boîte, par exemple, de 70 par 70. J'appuie sur Entrée. Je peux faire comme tout à l'heure, je vous rappelais, rentrer une valeur numérique et donc travailler comme ça sur mes différents éléments. Dans le cas présent, je vais rester comme ça parce que je veux peut-être éventuellement mettre une boîte plus large ou moins large, etc., etc. Donc voilà, je suis sur cette valeur donc au niveau de la boîte. Alors cette boîte aussi, je vais devoir lui créer une épaisseur interne parce que si je veux pouvoir la créer tout simplement. L'épaisseur interne, comme ce qu'on a fait avant, je vais lui créer donc un offset, un décalage au niveau du tracé. Voilà là-dessus, je clique sur le tracé. Je ne voudrais pas 1 mm, c'est peut-être un petit peu fin. On va partir sur 3 mm d'épaisseur. Voilà. Alors si on fait de l'impression 3D, le mieux serait faire un multiple de 4, car les bus souvent font 0,4 de largeur. Donc si par exemple je veux faire un truc vraiment bien propre, peut-être qu'il faudrait par exemple 2,8. Voilà, 4 x 7, 28, ça fait 7 contours, on va dire, dessus. Bref, bon là, c'est pas très... Bon, si, on va le faire, tant qu'à faire, voilà, 2,8. Au moins, on aura comme ça un truc plus ou moins propre. Bon, après, les remplissages, c'est autre chose. Donc là, j'ai créé déjà la forme de base pour ma boîte. À partir de là, je vais pouvoir commencer à extruder donc mes différents éléments. Alors, je vais prendre le contour ici. Donc, alors des fois, on a un peu de mal à le sélectionner avec Fusion 360, hein, je vous cache pas. Voilà, hop, là-dessus. Je vais faire l'extrusion. J'appuie sur E pour extrusion, comme les fois précédentes, et je vais faire ma boîte donc sur la hauteur, une boîte à peu près de voilà, 60 à peu près aussi, donc de hauteur. Donc voilà, donc là j'ai fait en fait une boîte, mais j'ai un fond, forcément. Donc je peux revenir sur mon sketch à l'origine et sélectionner tous les éléments. Ou alors je peux, ici, au niveau des sketchs, afficher mon sketch, voilà, cliquer sur la face du bas, le contour ici, j'appuie encore sur E comme extrude ou j'appuie ici sur extrude et je vais extruder vers le bas avec une épaisseur de 2,8 aussi, ça me paraît pas mal. Voilà dessus. Alors regardez bien, l'épaisseur par défaut, il peut me l'amener dans la direction à l'opposé de ce qu'on voudrait. Et je vous rappelle, lorsque vous faites une extrusion vers une forme qui est déjà existante, par défaut, il propose de la couper. C'est pas ce que je veux faire, je vais aller dans l'autre sens. Donc il faut que je tape moins 2,8. Voilà, j'appuie sur Entrée et il m'a créé une extrusion de 2,8. Donc je me retrouve maintenant ici avec une jolie boîte à cet endroit-là, donc avec une épaisseur. Donc là, vous voyez, rien de forcément très très compliqué. Maintenant, je voudrais créer sur le dessus le couvercle. Alors le couvercle, il va être donc un objet à part qu'éventuellement je vais pouvoir animer au niveau donc pour voir effectivement les différentes contraintes. Mais est-ce que ma boîte est forcément terminée, pas terminée, etc. Ça après, ça nous voir. Moi, ma boîte, elle est trop anguleuse à l'heure actuelle. Je voudrais faire un espèce de petit personnage un petit peu rapide dessus avec deux petits yeux, une petite bouche et un petit béret dessus.
Je voudrais que ça soit un petit peu carré, mais pas non plus trop carré. Donc je peux, alors pour vous dire, revenir sur mon sketch, ici, j'édite mon sketch, voilà. Et un sketch, on peut, si on veut, appliquer aussi des chanfreins, des filets. Et donc je vais pouvoir ici appliquer un filet, vous voyez, de 17 mm. Donc ici sur l'autre face, comme ça, ici et là, là et là. Alors attention au niveau des valeurs, parce que des fois, si on va trop loin pour le filet, il peut comme ça croiser les choses. Lorsque c'est le chanfrein, on va dire 3D, des fois il va passer outre. Là, ça peut quand même poser problème. Donc attention vraiment à vos valeurs. Le 17 qui me proposait à l'origine, franchement, j'aimais bien. Donc je vais rester sur 17. Allez, 18, parce que je préfère les chiffres pairs en ce qui me concerne. Et voilà. Donc là, il me dit attention, il y a peut-être des contraintes qui ont été justement enlevées à cause du chanfrein que je viens d'appliquer dessus. Je fais Finish Sketch, et là vous voyez qu'automatiquement donc il m'a récupéré donc cette valeur. Donc voilà. Donc là pour l'instant je vais rester là-dessus, on verra plus tard pour faire un petit chanfrein à l'intérieur et ce genre de choses. Maintenant ce que je voudrais faire c'est créer donc le couvercle par-dessus. Pour faire le couvercle, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, je travaille avec des composants, donc je vais créer donc dans cet élément multi-composant, je fais un clic droit et je voudrais créer un nouveau composant. Voilà, ici en dessous. D'ailleurs, premier truc que je vais faire, c'est de renommer ce composant 1 ici. Je peux cliquer une fois dessus ou faire un clic droit de tête, si je ne me trompe pas, pour faire rename. Et là, je vais l'appeler donc boîte. Voilà. Et celui-ci, vous voyez, on peut faire clic droit et je pense qu'on a rename quelque part. On n'a pas de rename. Je ne le vois pas là. Sinon, je pense que Properties, on peut le modifier. Voilà, ici, on peut le modifier, hop, là-dessus. Part name, je pense que c'est plutôt celui-là. Et donc, couvercle. Voilà, là-dessus. D'accord ? Donc, j'ai maintenant ici mon couvercle, sauf que mon couvercle, d'accord, j'ai mon épaisseur et ce genre de choses, mais j'aimerais bien donc créer un nouveau sketch. Donc, faire un nouveau sketch là-dessus, je vais le faire sur le dessus. Donc, je clique sur la face supérieure pour me dire, je veux le faire à cette valeur de l'élévation. Bien sûr, mon couvercle soit sur le dessus, tout simplement. Je clique là-dessus, il me l'a placé. Et là, maintenant, je peux recréer donc un nouveau sketch. Alors, je vous rappelle, on fait une boîte. Le but, c'est que mon couvercle s'emboîte parfaitement avec la boîte en dessous et pas que le couvercle glisse sur le dessus. Donc, il faudra faire une espèce de petite encoche à l'intérieur pour que ça puisse rentrer facilement et après la forme sur le dessus. Donc ça, voilà, c'est un petit point, on va dire, important à garder, je dirais, en tête. Alors, pour faire ça, je peux bien sûr recommencer à faire mon rectangle ici, prendre le centre, trouver la même valeur qui était de même pas 64, je ne sais pas quelle était ma valeur à l'origine, on était sur 70, on a fait une épaisseur à l'intérieur, bref, c'est vite, on va dire, compliqué de faire quelque chose comme ça. Des fois, on ne se rappelle plus des valeurs. Ce qu'on peut faire, on peut demander à Fusion 360 de faire une projection d'informations en tant que sketch. C'est-à-dire, j'ai demandé à Fusion 360, tu vois ici cette valeur que tu as là, eh ben j'aimerais bien, ou celle-là, tu me prends ce tracé-là et tu me le recrées dans le sketch. Ça veut dire que si je vais dans Create, ici, je vais faire ici la fonction de projection, Project, retenir raccourci clavier P, il est très utile, voilà, là-dessus, et je vais pouvoir cliquer sur cette arête-là, celle-là, celle-là, celle-là ici, hop là, voilà. Vous remarquez ici, j'ai la fonction projection, 8 arêtes sélectionnées, et je fais OK. Et là, je me retrouve maintenant, vous voyez, je tourne ici, avec une ligne qui se trouve ici en violet, voilà, qui est une projection de la ligne qui se trouve en dessous. Donc j'ai pu comme ça garder, on va dire, en interne, une information. Et l'intérêt, c'est que si je modifie cette courbe-là en dessous, en fait, celle qui se trouve ici, et donc ensuite le décalage en offset, cette courbe-là va aussi se modifier dynamiquement parce que c'est une projection, et je vous rappelle que c'est dynamique. Donc là, c'est super important, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'à partir de cette courbe-là, je vais pouvoir, donc ce tracé-là, me rajouter quelque chose, par exemple un nouveau donc, rectangle, voilà, ici. Et vous vous rappelez, à un moment, je vous ai parlé de ces variables au début. Vous vous rappelez ce D quelque chose, D1 et D2. J'aimerais bien, lorsque je vais travailler, c'est que si je modifie par exemple mon carré de base en dessous au niveau de mon sketch, que cette valeur soit propagée par la suite. Ça peut toujours être utile. Donc si je reviens sur mon sketch d'origine,
Donc là, je vais finir ce sketch-là, je vais revenir par la suite. Donc la boîte en elle-même, j'ai mon sketch, je peux éditer comme ça le sketch. Et vous voyez cette valeur qui se trouve ici, donc 70, qui est D1. D'accord? Retenez bien cette valeur-là, D1. Donc je finis mon sketch à cet endroit-là. Je reviens sur mon sketch donc du couvercle. Voilà ici, je vais donc éditer ce sketch-là. Je vais me créer donc un nouveau rectangle du type par le centre d'abord. Donc je définis mon centre. Et là, je vais rentrer la valeur en haut, D1. Sauf que je voudrais que ça soit décalé, que mon couvercle soit plus large. Je vais lui rajouter par exemple plus 15 mm. Ici, pareil, je vais faire D1 plus 15 mm. On peut comme ça faire des opérations dans les valeurs. Donc ce qui veut dire que si je modifie ma valeur en bas de D1 qui est à 70 et je lui mets 80 parce que je veux rentrer la valeur de la boîte, il va tout me modifier, y compris le couvercle en haut qui va lui prendre cette valeur de 80 plus les 15 mm. Vous voyez? Donc c'est pour ça que c'est hyper puissant de travailler avec Fusion 360. C'est que si on commence à coter les choses et à connecter les éléments ensemble, on aura moyen de modifier très rapidement les choses. Donc voilà, j'ai cette forme qui se trouve ici, au niveau de mon sketch. Alors ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de ce tracé qui se trouve là, je vais aussi lui faire un offset. Si monsieur ne me rejette pas. Voilà, à l'intérieur, parce que justement ma boîte, je voudrais qu'elle soit donc en négative pour faire le petit couvercle, je dirais donc là-dessus de moins 0,5, hein, donc 1,5, comme ça, là-dessus. Donc j'ai un premier décalage, d'accord? Je vais refaire en fait un deuxième décalage au niveau de cette valeur-là. Donc la valeur toujours en fait de départ, hein, et pas le résultat de l'offset. Donc un deuxième. Donc là, j'avais mis 0,5 et on va faire une épaisseur par exemple de 3 mm par exemple. Voilà, 3, les 4 mm. Voilà, là-dessus. D'accord? Donc à partir de la projection, je rajoute 4 mm sur le contour. Et à partir de là, j'ai de quoi faire. Alors, je peux toujours me rajouter un petit filet à cet endroit-là si on veut faire encore un arrondi. Donc je vais faire comme tout à l'heure. Hop, ici, là, 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 hop, pareil. Voilà, je laisse la valeur de 21, on va dire c'est très bien, par défaut. Voilà, hop, ici. Alors il me dit encore, bien sûr, d'avoir modifié ça, forcément, ça modifie certaines dimensions et donc contraintes, on va dire, associées. Et donc là, maintenant, j'ai mon sketch sur le dessus. Je vais pouvoir faire la partie extrudée de mon espèce de petit chapeau. Donc je prends cette valeur-là, celle-là. Hop, attention à bien prendre le contour que vous avez ici, vraiment tous les éléments. Et je vais faire une extrusion, alors là, vraiment à la louche, par exemple, voilà, de 5 mm. Comme ça, ici. Et donc, si je masque ici la partie boîte en dessous, j'ai bien la partie donc supérieure de mon couvercle. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est une espèce de petite épaisseur en dessous pour faire un emboîtement beaucoup plus simple. Donc, je peux rafficher mon sketch. Et là, je vais prendre ce contour ici, extrusion vers le bas de 5 mm aussi, à peu près. J'appuie sur Entrée. Et voilà, comme ça, j'ai ma forme au niveau donc de mon couvercle. Maintenant, je vais pouvoir commencer à faire éventuellement un peu de décoration pour rendre ça un peu plus arrondi. Alors déjà, au niveau des filets, je peux au niveau de la partie ici, vous voyez ces petits décalages-là, mettre un petit chanfrein d'1 mm pour que lorsque je rentre ma boîte, que ça puisse glisser pour bien s'emboîter tout simplement. Donc voilà, 1 mm, c'est très très bien. Voilà. La partie supérieure, je vais pouvoir faire un chanfrein un petit peu plus large. Alors je vais commencer par le dessous d'abord. Ici, un petit chanfrein voilà, de 1,5. Et sur le dessus, je vais faire un chanfrein un peu plus grand. Alors là, je suis allé un peu trop loin, forcément, il n'a pas été trop content. Voilà, comme ça, là-dessus. Je raffiche la boîte en dessous. Voilà. Je vais pouvoir mettre un petit chanfrein aussi sur le dessous. Voilà, on peut très bien agrandir. Attention par contre à l'épaisseur à l'intérieur, parce que le risque, c'est qu'à un moment, vous voyez, on passe de part en part comme ça, et ça pose, on va dire, certains problèmes. Donc je vais faire 5 mm. Je vais masquer mon couvercle dans l'immédiat. Vous voyez, l'intérieur, je vais faire aussi un chanfrein un peu plus, vous voyez, hop, histoire d'avoir un truc un petit peu plus sympa, arrondi comme ça sur la base. Pareil sur la partie au niveau du couvercle. Alors peut-être pas 1 mm, à dire 0,5. Voilà, là-dessus.
je raffiche ici le couvercle. Et donc vous voyez qu'on a comme ça, en l'espace de quelques petites minutes, c'est quand même assez rapide, j'en suis à 19 minutes avec toutes les explications à l'heure actuelle, de faire voilà une boîte composée de 2 éléments qui vont s'emboîter. Alors avant d'aller plus loin, je vais juste revenir un petit peu sur le côté historique, justement. Donc vous voyez, si par exemple au niveau du sketch d'origine, j'édite ce sketch-là en faisant un double clic dessus, vous voyez j'ai des valeurs. Là par exemple, je voudrais rentrer 100 mm, voilà. J'ai fait 100 par 70, parce que là, ma valeur, vous voyez ici, j'ai une valeur ici qui n'est pas connectée. Donc ma valeur, on va dire, est juste donc fait une boîte plutôt rectangulaire. Vous retenez bien que 70 ici. Vous vous rappelez tout à l'heure le couvercle, la valeur ici qui s'appelle D1, je l'ai appliquée aussi sur le côté. Donc on va voir ce qui se passe maintenant en sortant du sketch. Voilà. Donc vous voyez, la boîte ici a été mise à jour. Vous voyez, automatiquement. Mon sketch supérieur a été mis à jour aussi. Voilà. Par contre, la valeur en vue de dessus, regardez bien ici. Donc vous voyez, le contour ici a bien été mis à jour. La projection a été mise à jour. Si j'enlève la boîte en dessous, on a bien cette partie-là. Par contre, la partie sur le dessus, elle, vous voyez, est carrée parce que justement sur le côté, eh ben, j'avais défini D1 ici, mais aussi D1 là. Donc ce qui fait que ma profondeur n'a pas été modifiée. Donc si je reviens sur mon sketch maintenant à cet endroit-là, là ici ce que je voudrais, c'est pas D1, mais c'est D2 a priori, peut-être la deuxième valeur que j'ai dû rentrer. Vous avez vu, hop, automatiquement, il m'a tout remis à jour. Et vous voyez, maintenant ma boîte est bien rectangulaire et plus carrée comme elle était à l'origine. Donc de modifier comme ça dynamiquement avec ces valeurs et tout, et vous voyez c'est rentrer, se rappeler qu'il y a une valeur, c'est D1, D2, D3, c'est que des D quelque chose, on peut survoler, on a l'information et hop, comme ça on la récupère et on peut rajouter, enlever de la matière, multiplier, etc. etc. Donc voilà, ce côté dynamique est vraiment ultra puissant, vraiment par rapport à Fusion 360. Alors je viens sur mon sketch donc d'origine, là je vais mettre aussi donc D1, hop là, pour ça les mêmes valeurs, et je reviens à ma valeur de 70 à l'origine. Donc vous voyez, c'est très très rapide. Au début, effectivement, il faut se forcer à dire, je mets des valeurs, je comprends ce principe de plan, et après, ça va comme ça se propager. Donc on peut continuer à travailler un peu là-dessus très rapidement. Je vais faire des choses un petit peu simples. Alors attention, je reviens juste sur le couvercle maintenant au niveau du composant. Je vais rajouter un petit sketch dessus, donc créer un nouveau, pardon, excusez-moi, créer donc un nouveau sketch, je vais y arriver, voilà. Donc je vais faire un petit cercle comme ça à cet endroit-là, à peu près comme ça ici. Je finis mon sketch, on va se faire une petite extrusion dessus, toute simple. Voilà. Et en fait, je vais m'en faire une petite deuxième, encore un petit sketch sur le dessus. Donc, créer un nouveau sketch. Voilà. Cette fois-ci, en décalé sur le côté un peu librement. Voilà. J'appuie sur le E. Je fais une petite extrusion comme ça à cet endroit-là. Et là, je vais faire maintenant des tout petits chanfreins. Ici, un chanfrein donc de transition. Alors, vous voyez, il faut faire attention quand même aux valeurs qu'on utilise. Parce que des fois, c'est pas forcément, je dirais, la fusion. Oups. Je vais y arriver. Vous voyez, il veut pas parce que vraiment, j'ai la collision entre les deux. En fait, j'espérais vraiment faire une espèce de chanfrein qui allait vraiment dépasser, que ça allait passer. Voilà. En fait, j'aurais dû faire dans l'autre sens. Donc, vous voyez vraiment là-dessus. Hop là, j'ai fait un contour. Vous voyez, espèce de grosses transitions. Et maintenant, je le fais, vous voyez, dans l'autre sens. C'est pour ça que c'est important, souvent, de tester comme ça, en fait, les valeurs. Et surtout, le sens, ça peut vraiment jouer sur votre modèle. Là, sur le dessus, là, je pense pas. Vous voyez, hop, une valeur un peu plus importante. Et maintenant, en bas, je vais faire quelque chose de beaucoup plus grand. En fait, je voulais faire un petit peu comme un espèce de petit béret ou un truc comme ça, et donc de pouvoir aussi prendre le dessus donc, du couvercle. Donc voilà. Maintenant, sur le dessous, je vais pouvoir créer donc un nouveau sketch aussi, faire deux petites pattes un petit peu rapides. Hein, voilà. On va faire quelque chose de relativement simple. Donc là, je vais faire une ellipse. Voilà. Donc à peu près un truc un petit peu plus grand. Voilà, donc ici. Cette ellipse, je l'ai fait d'un côté. J'aimerais bien l'appliquer aussi de l'autre côté en symétrique. Ce qui peut être assez utile. Donc pour ce faire, je vais donc, mon ellipse, je la sélectionne.
Create, et là vous avez en bas, vous avez le mode miroir. Et donc là, je vais pouvoir faire un miroir selon, on va dire, quelque chose. Alors, j'ai mon objet qui est sélectionné, ici, qui apparaît bien dans la palette, vous voyez, liée à la fonction miroir. Et il faut sélectionner la ligne qui fera office de miroir. Je clique dessus, et là, il faut trouver, on va dire, quelque chose sur le plan de symétrie. Le problème, c'est que j'ai rien, on va dire, aligné comme ça, tel quel. Et c'est là qu'il y a des petites fonctions qui sont assez utiles. Vous avez sur le côté ici, vous avez la fonction origine, qui peut voilà, faire afficher les origines. Et là, en fait, on va pouvoir avoir effectivement une ligne qui correspond, bah, on va dire, à la ligne d'origine. Donc, je clique sur la ligne. Alors, si je vais un peu sur le côté, vous voyez, on a le plan comme ça ici qui apparaît. Donc, je clique là-dessus, hop là, et automatiquement, il m'a fait la ligne de l'autre côté en mode miroir. Et je fais OK. Et maintenant, j'ai sur mon sketch 2 ellipses ici. D'ailleurs, si je modifie une valeur, vous voyez, d'ellipse, je déplace et tout, j'ai bien en fait la modification donc liée par rapport à donc mon côté miroir. Vous voyez, on a vraiment ce côté, je dirais, dynamique. Voilà. Donc là, j'ai ma base. Maintenant, je vais pouvoir faire une extrusion donc de cette partie-là. Pareil, de l'autre côté, je sélectionne avec majuscule mes deux faces. J'appuie sur E comme extrusion. Et là, je vais pouvoir donc faire donc cette petite extrusion donc au niveau de ma boîte ici. Alors des pattes pas trop grandes. Je vais pouvoir aussi jouer sur le côté taper à cet endroit-là. Vous pouvez cliquer ici sur la petite voilà l'élément ici pour choisir comme ça votre angle à peu de choses près. Voilà. Donc on va dire 10 degrés à peu près. Je fais OK. Et on va pouvoir continuer donc à travailler, c'est-à-dire, là je voudrais maintenant insérer des pattes qui sont relativement simples, vous m'excusez de la forme hein, qui est un petit peu basique, faire une espèce de demi-cercle, on va dire, comme ça, arrondi, donc de demi-sphère, pour qu'il y ait quand même effectivement un petit peu de forme de base. À vous bien sûr après de voir comment vous allez donc faire vos pieds, hein, bien évidemment. Alors on peut créer un sketch, ce genre de choses, mais aussi on peut tout simplement create, et là on a des fonctions comme notamment créer des sphères. Donc je clique sur sphère. Voilà, je vais aller comme ça en dessous, hop là ici, et je vais pouvoir donc créer, vous voyez ici, une sphère plus ou moins grande, pardon, sauf que moi je veux que ce soit quelque chose, un nouveau body, un nouvel objet, d'accord? Sauf que là je suis en train de me rendre compte depuis tout à l'heure que je suis en train de créer sur le couvercle, donc c'est pas du tout ce que je veux, voilà. Je vais revenir donc ici au niveau de la boîte, alors j'ai bien les bodies que j'ai ici, vous voyez j'ai un body là, d'accord, au niveau du couvercle, mais là j'ai deux bodies au niveau donc de mon couvercle, ce qui n'est pas bon du tout. Alors on peut essayer de manipuler les bodies et dire bah tiens je vais mettre le body là-dedans, il a disparu, sauf que là on va commencer à se mélanger un petit peu les choses par rapport au sketch. Bref. On fait comme si on n'a rien vu. Mais vous voyez, l'erreur des bodies, c'est relativement important. Alors, un petit truc aussi pour vous aider, pour vous retrouver justement, c'est une petite parenthèse par rapport à justement qu'est-ce qui fait partie à tel ou tel élément. Vous pouvez ici, dans la ligne de temps, en bas, la timeline, tout à droite, vous avez ici un petit engrenage. On peut cliquer dessus. Et là, vous pouvez cliquer sur Component Color Swatch. Si vous cliquez dessus, il va vous mettre ici, à cet endroit-là, les couleurs qui correspondent à tel ou tel composant. Voilà. Regardez bien le dernier, voilà, j'ai fait en gros un copier-coller, enfin couper-coller, en fait, d'un composant vers un autre, en le déplaçant. Donc ça, c'est super important. Voilà, donc ça permet effectivement de mieux voir dans la timeline quels sont donc vos différents composants. Alors, un petit truc, on peut aussi aller dans Inspection, Inspect, et là, vous avez Component Color Cycling Toggle qui va permettre en fait d'afficher au niveau ici les composants en fonction de la couleur. Donc ça peut vous aider. C'est un truc que j'aime bien utiliser, moi, comme ça je me repère mieux donc par rapport à mes différents éléments. Donc là je vois bien effectivement qu'est-ce qui appartient à telle ou telle chose et ça évite justement ces erreurs de créer quelque chose, un body qui n'est pas dans le bon élément. Au passage, n'hésitez pas à cacher aussi les composants qui ne vous servent à rien à l'heure actuelle. Donc maintenant je suis ici et donc je vais recréer justement sur la boîte donc mes sphères. Donc create, et là je vais créer donc ma sphère, voilà ici, à cet endroit-là, hop au milieu. Donc je vais créer une sphère un petit peu, on va dire, grande, voilà, à cet endroit-là, ici. Et surtout, je ne voudrais pas que ça soit donc quelque chose qui soit je dirais, négatif, mais, oups, pardon, excusez-moi, fausse manipulation que je vais recommencer, create, voilà, hop, 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 voilà. Je voudrais que ça soit en fait pas cut, mais un nouvel objet,
Voilà, comme ça j'ai la liberté de travailler dessus et après je vais assembler ces objets ensemble tout simplement. Donc voilà, donc là j'ai ici une partie au niveau de ma petite patte qui est un petit peu large. Donc je fais OK là-dessus, j'ai un nouvel objet. Donc d'ailleurs si je vais dans les bodies ici, j'ai tous mes éléments. Donc c'est pareil, commencer à nommer. Donc là au moins j'ai l'appelé le corps. Voilà là-dessus. Ça va sûrement se fusionner par la suite, mais pensez à faire ce genre de choses. Et là je vais pouvoir maintenant cliquer sur la fonction move pour déplacer un tout petit peu donc cette patte comme ça vers le bas. Voilà, donc à cet endroit-là. On peut déplacer pour aller un petit peu plus sur le côté, donc ce composant. Voilà, ici. Le but, c'est d'avoir en fait quelque chose qui va être proche au niveau du miroir, mais à peu de choses près. Donc je fais OK. Je vais avancer un tout petit peu, quoique non, je vais rester sur le côté comme ça ici. Je vais faire une nouvelle création donc de sphère un peu sur l'avant au niveau de mon modèle. Alors vous voyez, il a du mal parce que cliquer sur une surface, il ne sait pas trop quoi faire. Donc c'est un peu le problème. Donc je vais faire une sphère un peu plus petite, comme ça ici, qui va être un nouveau body. Donc vous voyez, elle est vraiment à l'intérieur, c'est un peu le côté problématique. Et là maintenant, cette sphère-là, comme tout à l'heure, move, je vais me la déplacer. Voilà, ici, un petit peu comme ça en bas, pour faire un espèce de petit pied. Un peu comme ça, l'avant, je dirais, l'avant voilà, du pied. On va rester voilà, là-dessus. OK. Donc, je suis content de cette partie-là. Et maintenant, j'aimerais bien, on va dire, couper cet objet-là. Donc, pour couper mon objet, j'ai différentes solutions. La solution la plus simple peut être par exemple soit de créer un sketch et je vais faire une extrusion là-dessus. Je peux aussi par exemple créer un nouveau cube comme une boîte. Je vais créer à partir de cette base-là. Donc là, je fais vraiment des choses qui vont être vraiment pour vous montrer. Hein. Je ne dis pas forcément que c'est la meilleure méthode. Donc là, je vais faire un rectangle que je vais extruder. Je vais faire un nouveau donc body. Ça fait beaucoup de body, vous remarquerez. Hein, d'accord. Je fais OK. Je vais le déplacer. Voilà. Pour trouver un petit peu, vous voyez, la zone comme ça ici, donc de future découpe de mon modèle. Alors, pourquoi je vous montre cette méthode-là? Je ne vous cache pas que ce n'est pas forcément la meilleure. D'accord? Parce qu'on crée pas mal d'objets, il y a des intersections et tout. Le gros avantage, c'est que quand vous êtes débutant, c'est plus facile de manipuler des objets simples que vous allez additionner, soustraire, dupliquer et tout, que d'essayer de faire l'objet parfait du premier coup en prenant des fonctions très compliquées. Donc voilà, pensez des fois à simplifier les choses. Donc à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, bah tiens, cet objet-là et celui-là, je voudrais les fusionner ensemble. Que ce soit un seul et unique objet. Vous avez en haut la fonction qui s'appelle combiner, combine. Je clique dessus, je prends cet élément-là et cet élément-là. Donc voilà, donc les deux qui vont sélectionner ici. Et je suis en fonction mode join, je veux joindre les deux. Je fais OK, il m'a fusionné. Donc je cherche, voilà ici, on a bien les deux demi-sphères. Maintenant, ce que je voudrais, c'est prendre donc encore cette fonctionnalité-là. Je prends donc cet objet-là. Je vais prendre celui-ci en dessous. Et là, par contre, je vais faire un cut. Et vous voyez, mon cube sert d'outil de découpe de cette espèce de forme que j'ai créée donc au préalable. Je fais OK. Et voilà, j'ai fait donc ma forme de base qui consiste à avoir deux sphères. Je peux même maintenant faire un petit, donc ici, chanfrein pour faire une espèce de fusion au niveau donc, de mes deux parties. Donc voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à dire, bah, cet objet-là, le pied, voilà ici, je voudrais le dupliquer en miroir de l'autre côté. Pour ce faire, create, mirror, donc miroir, voilà là-dessus. Il faut que je définisse le plan dessus, donc je vais ici à cet endroit-là. Alors, des fois, c'est un peu difficile forcément de voir, donc je peux cacher le corps dans l'immédiat. Je clique sur le plan ici, et hop, mon objet a été créé de l'autre côté. Je fais OK. Et maintenant, j'ai mes deux éléments. Donc, j'ai le pied droit. Voilà. Le pied gauche. On va tout fusionner à la fin, c'est pas grave, mais au moins, on se retrouve. Donc, là-dessus. Et maintenant, je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire fusionner tous les éléments ensemble. Alors, à vous de réfléchir. Honnêtement, je pense que moi, je vais garder les pieds à part. Pourquoi? Car quand je vais les imprimer, je vais pouvoir imprimer la boîte sur le dessus, séparément bien posée à plat, et les pieds posés à plat pour éviter des problèmes de support. Voilà. Donc ça, c'est un petit truc aussi à garder, on va dire, en tête au niveau donc, de vos impressions. Alors, au niveau des pieds, je vais aussi fusionner donc, la partie ici à la partie là. Donc, comme tout à l'heure, je vais prendre l'outil d'assemblage. Je prends cet objet-là,
je prends celui-ci, je ne fais pas un cut, mais je fais un join, voilà. Donc je vais faire pareil pour ce pied-là, donc je prends mon outil de modification, le premier, le deuxième, join, je fais OK, et maintenant je vais pouvoir appliquer un petit chanfrein sur les deux. L'intérêt c'est qu'ils auront la même valeur au niveau donc de mon modèle, voilà, là-dessus. Et si maintenant je réaffiche justement le couvercle en lui-même et donc la boîte donc au niveau du corps, voilà, alors je vais peut-être masquer effectivement mes sketchs à l'heure actuelle, et on commence voilà, à voir quelque chose qui commence voilà, à prendre tête. Je vais aussi masquer les origines. Donc vous voyez, on fait une petite boîte comme ça, un petit peu rigolote. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre sur cette face-là, on va dire faire un petit sketch qui va être genre un petit sourire, tout simplement. Donc je vais créer un nouveau sketch sur la partie avant. Je suis bien sur la partie boîte et pas sur le couvercle. Je vais pouvoir me créer donc une ellipse, pas une ellipse, pardon, excuse-moi, un arc à 3 points. Donc un point de départ, un point, vous voyez ici, donc j'aimerais bien l'aligner, ce serait bien quand même tant qu'à faire. Voilà là-dessus, hop là, un petit sourire. Ce petit sourire, comme tout à l'heure, je vais faire un petit décalage, voilà, offset vers donc l'intérieur. Je vais me rajouter deux petites lignes pour fermer hop l'élément ici, première, deuxième ligne. Je peux pourquoi pas faire un petit chanfrein directement au niveau du sketch. Alors là, vous voyez, il est fermé, il ne veut pas. D'accord? Donc c'est pour ça que moi, souvent, je travaille avec le chanfrein, enfin le modèle résultant et pas celui-là. Donc là, je fais OK là-dessus. Un coup, enfin OK, je sélectionne. Extrusion. Une petite extrusion comme ça ici au niveau de la forme, éventuellement en tant que nouvel objet, si je le veux pour par exemple imprimer ça à part, ce qui serait quand même peut-être pas mal. Donc nouvel objet, je fais OK. Ce nouvel objet qui fait toujours partie, donc vous voyez, cette espèce de groupe de l'élément au niveau donc, de la tête, je vais pouvoir appliquer comme au préalable un petit coup donc, de chanfrein donc, sur les différentes courbes, par contre pas sur la base, pour que ce soit un petit peu plus, je dirais, sympa. Voilà, hop là, là-dessus. Et je vais pouvoir rajouter, pourquoi pas, donc deux petits cercles, toujours sur mon sketch. J'aurais peut-être dû effectivement éditer mon sketch, faire ça en même temps, peu importe. Donc là, je vais créer, donc, comme tout à l'heure, une ellipse. Voilà, là-dessus. Hop là, une ellipse. Alors, peut-être un peu trop grande mon ellipse. C'est pas grave, hein, je peux faire, oups, excusez-moi, un clic glisser une fois qu'elle a été créée. Donc pour modifier comme ça les valeurs, je peux déplacer son centre. Maintenant, je vais pouvoir, comme tout à l'heure, la sélectionner, Create, Miroir. Et là, je voudrais, au niveau du miroir, donc prendre un truc entre les deux, j'ai caché les origines, je peux les remettre. Je peux donc sélectionner, alors des fois, vous voyez, si je ne clique pas sur sélectionner le plan de symétrie, il va continuer à m'ajouter différents éléments. Donc je fais bien Select là-dessus, et là, hop, j'ai cliqué là-dessus, il m'a fait le côté miroir, je fais OK, et je vais pouvoir, comme tout à l'heure, extruder donc mes deux yeux en tant que nouveau body. Donc voilà, attention, vous voyez, ah ben non, je suis à join. Par défaut, il fait un nouveau body parce qu'il part sur un sketch. Mais vu qu'il s'accroche à quelque chose de derrière, il me propose de le rajouter. Donc attention à ça. Pendant longtemps, en tant que débutant, je me suis fait avoir là-dessus. Donc cliquez bien sur nouveau body. Voilà, je fais OK là-dessus. Et je vais pouvoir me rajouter un petit filet sur mes deux yeux. Alors qu'une valeur pas trop grande. Alors vous voyez, des fois, il faut zoomer un peu pour, quand on le fait, je dirais visuellement. Allez. Voilà, a priori, il faut voilà 3,75. Ça me paraît très bien. Et voilà. Donc, j'ai terminé. Donc, vous voyez, j'ai maintenant cette petite boîte avec un couvercle sur le dessus qui a un composant. Et donc, la partie en dessous qui correspond au couvercle. D'accord? Donc, j'ai vraiment ces deux éléments, ces deux composants comme ça ici. Assez, je dirais, rigolo et simple, avec quand même différents bodies. J'ai parlé de l'exportation quand même sur la fin, hein, bien évidemment. Pour vous dire, c'est que tout à l'heure, je vous ai parlé justement qu'on pouvait animer et appliquer des contraintes. Donc pour vous montrer au niveau du couvercle, j'aimerais bien que ce couvercle lui applique effectivement des contraintes. Donc pour ce faire, je vais dans le menu Assemble, l'assemblage simplement, je vais choisir As Built Joint. Voilà là-dessus. Et là, en fait, il va falloir que je choisisse déjà le type de mouvement que je vais appliquer. Donc je voudrais en fait un mouvement qui soit de type glissière, slider. Voilà. Et maintenant, je dois sélectionner les composants. Donc en fait, c'est le couvercle que je voudrais donc glisser par rapport au corps.
Et maintenant, il me demande en fait de définir les positions. En gros, tu vas pas de définir la direction. Donc sur le corps, je choisis une ligne verticale et aussi une ligne verticale sur le couvercle. Et automatiquement, il me montre effectivement la contrainte qui est appliquée. Je fais OK. Donc là, maintenant, j'ai appliqué une contrainte. Alors, la contrainte, il va quand même falloir au niveau des joints, voilà ici, au niveau du slider, en faisant un clic droit, on peut éditer les limites, ça c'est optionnel, hein, bien sûr, du déplacement. Voilà. Et là, on va pouvoir définir un minimum, qui est à 0, et un maximum, qui va être, par exemple, à 25 mm. Et je peux l'animer pour voir justement à quoi correspond donc cette opération. Bon là effectivement pour nous dans l'impression 3D c'est pas forcément le plus utile, mais voilà ça peut être assez pratique. Donc on est maintenant voilà au bout de ces relativement longtemps donc de prise en main de Fusion 360. Donc vous avez vu qu'on a pu donc créer finalement cet objet un peu rigolo. Certes je vous cache pas que pour un truc qui va être très organique, il faudra passer par d'autres logiciels, mais quand on voit certains jouets pour enfants tout en plastique, en fait on n'est pas très loin de ce qu'on vient de faire à l'instant. Bien évidemment, si on veut faire ça proprement pour l'impression 3D, il faudrait, et là je cache le couvercle, au niveau du corps, il faudrait effectivement, si on veut, donc là on va exporter, on va dire chaque partie séparément, mais il aurait fallu en fait faire ce qu'on appelle des clés, pour que lorsqu'on va vouloir souder les pieds par rapport donc au corps au-dessus, qu'on ait des petites marques pour les coller précisément. Là, je ne vous cache pas qu'on va imprimer ça tel quel et on va pouvoir simplement donc juste coller à peu près la forme. D'ailleurs, ça n'empêche pas de changer la rotation des pieds, par exemple, tout simplement. Donc voilà, comme les yeux, changer les yeux et mettre des couleurs, pourquoi pas, différentes, soit au niveau des filaments, soit la peinture, donc au niveau de votre boîte, et donc vous faire plaisir par rapport à ce genre d'impression. Donc maintenant, ce que je vous conseille donc pour finir là-dessus, au niveau de chaque élément, donc le couvercle, le renommer donc en couvercle. Voilà. Là-dessus, alors le couvercle, si vous voulez vraiment l'imprimer, je vais enlever la boîte, vous aurez forcément des besoins peut-être de support. Parce que là, vous avez une partie qui va être un petit peu flottante au niveau donc du modèle. Alors c'est pareil, on peut très bien aussi faire séparément que la partie ici, donc au niveau donc, de cet élément-là, et la partie supérieure séparément. Rien ne m'empêche aussi de couper mon body en deux. Voilà, il y a des fonctions ici, hein, donc de modification. On va pouvoir donc splitter le body par rapport à quelque chose et donc faire deux bodies différents. Là, je ne rentre pas forcément dans ces détails-là, parce que là, c'est vraiment partir beaucoup plus loin par rapport à l'apprentissage de Fusion 360. Bref, là, ici, on a donc le couvercle. Et au niveau de la boîte, on a beaucoup plus de body, le corps pied droit, pied gauche. On a l'œil, donc gauche, l'œil droit, et la bouche. Voilà. Et donc si maintenant je veux exporter ça pour l'impression 3D, je vais prendre l'exemple du corps. On fait simplement un clic droit sur le body et là on a Save As STL. STL étant le format de fichier le plus standard pour l'impression 3D. On clique dessus et là, et après quelques secondes de calcul, tout ça, il vous affiche une prévisualisation, je vais y arriver, du maillage. Voilà, avec différents paramètres. Alors, éventuellement, il faut cocher le bouton Preview pour avoir justement l'affichage de ce maillage-là avec différents paramètres. Alors, éventuellement, vous pouvez choisir ici la qualité qui va être High, Medium, Low. Moi, j'ai une version customisée avec des arrondis beaucoup plus importants. Voilà, on fait OK. Et il n'y a plus qu'à enregistrer sur votre disque dur le fichier STL. Et vous reproduisez ça pour tous les autres éléments donc, que vous voulez exporter et imprimer. Donc vous voyez, on a maintenant une jolie boîte prête à imprimer, voilà, que j'ai imprimé sur donc, mon imprimante. C'est les joies du montage. Voilà, vous pouvez donc voir le résultat final. Donc c'est un projet, voilà, tout simplement rigolo. Donc pour Fusion 360, on a fait un petit peu le tour de cette longue prise en main. Pour moi, c'était important de vous montrer donc des projets concrets. Voilà, utiles, des projets que j'ai réalisés, que j'ai expérimentés, que j'ai imprimés en 3D. Alors, bien évidemment, j'ai bien conscience que c'est lourd, on va dire, pour apprendre tout ça. C'est apprendre de nouveaux concepts. L'anglais peut être un frein pour vous. Mais si vous réfléchissez,
rien qu'avec des sketchs, sans vous embêter avec les contraintes, les valeurs numériques, ce genre de choses, rien que visuellement, vous pouvez commencer déjà à créer des choses, à faire vos sélections. Et ce que je disais en introduction, j'insiste lourdement là-dessus, lancez-vous dans des projets concrets que vous allez pouvoir réaliser, qui vous donnent envie, ce sera beaucoup plus simple. Il y a plein de tutos en anglais, il y en a aussi en français. Pensez bien à vous renseigner, c'est vraiment un logiciel qui est très très riche, du fait qu'il est gratuit pour les particuliers, les hobbyistes, les passionnés, pour un usage non commercial. Et bien forcément, il y a plein de gens qui utilisent et il y a plein de tutos. Il y a des serveurs Discord, etc. etc. Alors n'hésitez pas à venir sur le serveur Discord de Polyworkshop, j'essaierai de vous aider le mieux possible. Alors, ce qui est aussi très très important, c'est de garder vraiment, revenir vraiment à Fusion 360, les dernières petites remarques et informations et tout. Surtout, voilà, gardez bien en tête, dès que vous avez un objet un petit peu complexe, et remarquez bien que cette boîte-là n'est pas si complexe que ça, dès que vous avez vraiment des parties qui sont vraiment distinctes, commencez à créer des composants. Voilà, c'est vraiment très important là-dessus. Ensuite, vos sketchs, attention à ne pas faire des sketchs non plus trop compliqués quand vous commencez. Car c'est tentant de revenir sur un sketch, de rajouter quelque chose, de repartir dessus. Le problème, c'est que vous allez revenir donc dans l'historique en arrière. Et si vous revenez en historique à l'arrière, eh ben, regardez bien, si je reviens sur ce sketch-là, à l'origine, je fais Edit, Sketch. Voilà, regardez, vous avez vu ici, au niveau des composants, je suis revenu ici, eh ben, j'ai plus que la boîte, j'ai même plus le projet, on va dire, enfin l'autre composant, parce que le composant, finalement, je l'ai créé ici par la suite. Donc même d'autres éléments que j'ai pu créer ou quoi que ce soit, je ne les vois plus du tout. Donc attention à ça, revenir éditer quelque chose dans l'historique en arrière, c'est se cacher ce qui se trouve à l'avenir. Et tout ce que vous allez modifier dans votre sketch va se propager au fur et à mesure. Donc c'est très pratique d'avoir cet historique, de revenir en arrière pour modifier des valeurs, mais de l'autre côté, ça peut avoir un impact sur les étapes suivantes que vous avez créées, donc ensuite de l'étape que vous êtes en train de modifier. Donc ça, c'est vraiment très très important de garder ça en mémoire. Donc vous pouvez aussi, au niveau de l'historique, et là je fais juste un finish sketch, donc finir mon sketch, on peut aussi les opérations critiques, vous voyez ce combine ici, éditer la fonction, mais surtout la renommer, et l'appeler par exemple ici, fusion pied-jambe. Voilà, donc quand vous survolez, vous pouvez comme ça vous rappeler quelle était effectivement cette fonctionnalité-là, pourquoi, à quoi correspondait ce combine. C'est très important quand vous avez des points clés, car votre historique ici, vous voyez, il est pas si long que ça, en étant quand même relativement long. Il y a des fois des projets, votre historique est vraiment très long. Donc vous organisez très très bien. Comme je vous disais, renommez vos différents éléments. Surtout, n'oubliez pas, quand vous faites de l'extrusion, et là, on a couvert quasiment aucun outil, on a vu que de l'extrusion, du combine, des sketchs, du move, du chanfrein et du miroir à peu de choses près. Donc c'est vraiment très limité. Mais ça va arriver très rapidement quand vous faites de l'extrusion, de ne pas créer un nouveau body, mais de faire juste en fait un cut ou alors un join, donc pour joindre les parties. Et des fois, vous allez faire une opération en faisant une extrusion d'un objet par rapport à un autre body. Regardez bien, je vous montrerai un exemple ici. Je fais une extrusion, donc vous voyez bien ici, mon pied ici, donc droit ici, est bien un body différent par rapport au corps. Mais là, je me rends compte que, par exemple, c'est pas assez bas. Je voudrais déplacer cette face au niveau du body. Je vais dire, bah tiens, je vais prendre l'extrusion, pourquoi pas. Je vais faire un truc là-dessus, hop là, je fais OK. Regardez bien, vous avez vu ici, mon corps, mes pieds ont disparu. En fait, en faisant la fusion ici, j'ai pas regardé mes paramètres sur le côté, il m'a fusionné l'ensemble. Je reviens en arrière pour le remontrer plus doucement. Je prends ma face ici, je clique dessus, je la déplace, donc ça a l'air cool. Sauf que là, opération, il fait un join. Il me fait un join avec tous les tools, c'est le défaut de ZBrush, tous les bodies qu'il va rencontrer. Donc attention à ça, à justement faire de choisir la bonne opération. Moi, je ne vous cache pas que dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Je vais ici et je vais au niveau des pieds droits et pieds gauches les masquer. Ils sont masqués, il n'y aura aucune opération. Donc c'est pareil, je peux revenir là-dessus. Ça peut être aussi un cut là-dessus. Et bien là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un cut de mes pieds, tout simplement. D'accord? Donc si je fais OK là-dessus, au niveau du modèle, le modèle doit aussi rien à changer au niveau de ce modèle-là. Par contre, au niveau des pieds, j'ai eu un cut. Ça m'a raccourci
mes pieds. Donc vraiment attention à ce genre d'opération, ça peut être très traître et on peut vite se faire avoir par rapport à ces différentes opérations. Donc voilà un petit peu pour Fusion 360. Comme je vous le disais en introduction, n'hésitez pas à me taguer sur les médias sociaux. Donc je rappelle, c'est Polyworkshop sur Instagram, Twitter, notamment. Sinon, il y a la page Facebook de Polyworkshop qui s'appelle Polysculpt, c'est l'ancien nom. Taguez-moi pour montrer vos différentes créations, ces projets-là ou autre chose. Ça me fera vraiment plaisir de savoir que ce tuto vous aura peut-être aidé. Je sais que c'est très très long, j'insiste beaucoup là-dessus. Rejoignez le Discord de Polyworkshop parce qu'on est vraiment beaucoup, on est plusieurs à faire du fusion et pas que du fusion, de l'impression 3D. N'hésitez pas voilà, à poser vos questions, à montrer donc vos différentes créations que vous allez faire voilà, avec fusion ou autre chose ou avec donc l'impression 3D. Vraiment n'hésitez pas, il y a vraiment une très très bonne ambiance, c'est très aidant. Comme d'habitude, s'il vous plaît, si vous aimez la vidéo, vous likez. Si vous l'aimez pas, vous la dislikez. Hein, c'est comme ça, c'est le jeu, on va dire. Si vous aimez la chaîne, abonnez-vous. Je vais faire, a priori, à l'avenir, un peu plus de tutos sur Fusion 360. Ça, vous savez, qui mérite d'avoir plus de vidéos en français. Voilà, donc des fois, ce sera peut-être beaucoup plus technique, plutôt des making-of. Je vais revenir de temps en temps. Et puis, commentez, comme d'habitude. Et surtout, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Polyworkshop. Et surtout, soyez créatifs, c'est quand même le plus important. Bye bye!